Cette édition du dimanche 16 février 2020. Bien le bonjour à tous et merci d'être sur STV. Comme il est de coutume à la veille de chaque fête de la jeunesse, le chef de l'État Paul Biya s'est adressé ce 10 février 2020 aux jeunes Camerounais. En une quinzaine de minutes, Paul Biya est revenu sur des sujets tels la décentralisation, les violences en milieu scolaire, la crise dans le nord-ouest et le sud-ouest, ou même encore la question de l'emploi. Pour le bien de la République, j'ai besoin de vous. Analyse de cette adresse présidentielle dans un instant. En deuxième partie d'émission, nous décrypterons l'élection législative et municipale du 9 février dernier avec des questions sur le taux de participation, la nouvelle coloration des mairies, les violences qui ont suivi le scrutin. Que retenir de cette élection? Qu'est-ce qui va changer? On en parle avec le docteur Marcel Simot. Elle est enseignante mais également militante du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Bonjour docteur et merci d'avoir accepté notre invitation ce dimanche. Bonjour Léla, toujours un plaisir d'être avec vous quand l'occasion m'est donnée ou alors quand la possibilité m'est donnée. Bonjour à tous les copanélistes qui sont là. Pour une fois, très content de trouver une autre dame et puis ça crée... J'ai l'impression que les hommes commencent à s'inquiéter pourquoi elles sont ainsi. Déjà, c'est un plaisir de trouver des femmes et vivement que nous essayons d'apporter quelque chose d'intéressant pour vos milliers de téléspectateurs. Alors, quel est le regard, docteur Simon, que vous portez sur la tournée qu'effectue en ce moment Maurice Kamto, le concurrent, on va le dire ainsi, de votre président national, la tournée qu'il effectue en ce moment dans la diaspora. Qu'est-ce que vous avez notamment pensé de l'étape de Paris qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive? En réalité, c'est un peu très difficile. C'est pour ça que j'ai souri quand vous aviez parlé de Maurice Kamto. Pas parce que c'était le concurrent, vous le dites, c'était comme si ce ne l'est plus. Mais j'ai du mal à parler de lui simplement parce que lorsque quelqu'un ne veut pas participer à une action, il est important pour moi qu'on le mette à l'écart et qu'on fasse avec ceux qui veulent participer. C'est ça qui m'intéresse. J'aurais aimé que vous me posiez une question sur Cabral, je vous aurais dit quelque chose. J'aurais aimé que vous me posiez une question sur des personnes qui ont participé à la gouvernance locale. En d'autres thèmes, la façon dont il est présent sur les médias, avec notamment cette tournée en Occident, ça ne compte pas? Je crois avoir souligné quelque chose de pertinent dans un autre plateau de la place une fois, en démontrant clairement que le MRC, ou alors particulièrement Maurice Kamto, a développé une logique de cohérence dans une incohérence totale. Et je crois que c'est ce qui se fait voir ou alors observer actuellement. Cohérence dans une cohérence dans une incohérence totale. Ça, je l'ai dit très clairement. On ne peut pas comprendre au terme, à la veille ou alors à la fin d'une élection présidentielle, quelqu'un s'est totalement impliqué dans l'action et a démontré même par tous les moyens qu'il a gagné les élections. Et que, juste après, on organise des prochaines élections qui semblent beaucoup plus intéressantes pour le peuple camerounais, qui semblent beaucoup plus, qui donnent ou alors qui voudrait démontrer un ensemble d'enjeux pour le peuple camerounais, et que subitement, ou alors à la veille déjà, il vous rassure qu'il sera présent. Mais quelques jours après, on ne comprend plus rien, on vous dit, on ne participe plus aux élections. Ça traduit simplement de l'incohérence. Mais une incohérence tout de même cohérente, ça il faut le dire. Pourquoi est-ce qu'elle est cohérente? Parce que quelqu'un ne participe plus aux élections. Mais on a eu l'impression, quand il allait à Paris, partout où il va à l'extérieur, on a l'impression qu'il est en train de faire une campagne pendant que nous la faisions ici au Cameroun sur place. C'est pourquoi on s'est amusé, ou alors je me suis amusée à dire à un moment aux Camerounais, n'oubliez pas le 9, allons voter. Mais ce n'est pas à Paris, c'est au Cameroun. Parce qu'il y a eu des mouvements où à un moment on pouvait avoir l'impression que pendant qu'il y a l'élection, ou alors la campagne au Cameroun, il y a aussi une campagne à Paris. C'est pourquoi je parle d'incohérence. Merci, docteur Simon, d'être avec nous ce dimanche. Les hommes sur le plateau sont tous sourires. Alex Gustave Azébazé est journaliste. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation ce dimanche. Bonjour. Ça démarre fort. Je t'en prie. Mais non, c'est regrettable que vous engagez un débat sur l'activité d'un homme politique ou d'un leader politique, pas seulement un homme politique, d'un leader politique, sans que cela ne soit à l'ordre du jour. Parce que si c'est à l'ordre du jour, je pense qu'on peut faire la discussion. C'est une question d'entrée. Alex Gustave, vas-y. J'ai toujours eu des questions d'entrée. Mais je veux me permettre de dire une chose en tant que journaliste. Sur c'est le commentaire, c'est pas une analyse. Parce que dire que c'est extrêmement grave dans une démocratie de croire que n'existe politiquement que ceux qui vont aux élections ou ceux qui vont aux élections. Ensuite, de dire, heureusement c'est vous qui l'avez dit, Madame Simon, que vous avez fait campagne en disant aux gens, allez voter. Bon, nous qui sommes à Douala, peut-être ailleurs, les gens ont beaucoup voté.
J'ai l'impression que les gens ne vous ont pas beaucoup suivi. C'est pas ce que je veux dire. Donc, moi, il me semble que il y a entre le bloc politique que vous représentez et celui dont M. Kamto prétend ou pense être le leader, un conflit fondamental. Et ce conflit-là, il s'est véritablement mis au grand jour à l'occasion de ce scrutin. Personne ne peut lui imposer un agenda, personne ne peut dire qu'il aurait dû mettre ce conflit à l'ordre du jour dès le premier jour de son engagement en politique en tant que leader politique. Et le moment de son organisation et de ses alliés ne peut jamais être apprécié par ses adversaires. Moi je pense qu'il faut laisser les membres du MRC, il faut laisser les observateurs relativement indépendants, parce que moi qui vous parle. Parce que vous avez votre question d'entrée d'ailleurs. Moi quand je vais aux urnes, je sais exactement quels sont les critères qui m'amènent à voter pour qui que ce soit. Ce n'est pas forcément peut-être parce que on dirait celui-là il est mon ami, ou bien il est mon frère, comme j'entends beaucoup parler au Cameroun aujourd'hui, ou comme on dirait, il a de l'expérience. Voilà les trois critères Alors, Alex Gustave Azebazé, quel est le regard que vous portez sur le débat qui a cours en ce moment? Je veux dire, après l'attaque de certains journalistes de Vision 4 à Paris, ils ont été enfarinés, on va le dire ainsi, et par ces Camerounais de la diaspora hostiles à la politique du chef de l'État. Quel est le regard que vous portez sur cette actualité-là? Parce qu'elle divise. Je suis un partisan de la liberté d'expression. Quand je posais ce principe-là, je suis en tant que leader des médias totalement opposé à la promotion de la haine, à la promotion du tribalisme, à la promotion des valeurs qui n'unissent pas dans les médias. S'il y a des Camerounais qui peuvent regarder ou entendre comme moi et qui ne sont même pas des gens de médias, ils peuvent trouver repoussant que un certain nombre d'entre nous, parce que jusqu'à mieux informer, je reste journaliste, un certain nombre d'entre nous se permettent, quand ils ont des espaces comme ceux que vous animez, pour promouvoir un ensemble de contre-valeurs qui peuvent ou qui structurent les divisions dans ce pays et qui même, au-delà des divisions, le pluralisme c'est une manière de division mais civilisée. Il est arrivé, et moi qui vous parle, d'interpeller certains de confrères quand je dirigeais le syndicat national des journalistes ou bien dans le cadre de nos activités au sein de l'Union des journalistes du Cameroun, pour leur dire l'une des exigences déontologiques majeures, c'est qu'un média ne doit jamais, je dis bien, il n'y a pas de réserve sur ce point-là, ne doit jamais être un espace où on promeut la haine, quelles que soient nos convictions à nous. Je peux ne pas vous aimer, excusez-moi le terme aimer, mais aimer d'un amour humain. Apprécier, oui, allez-y. Je peux ne pas vous apprécier, mais quand on vient d'être dans les médias, je n'ai pas à parler de votre vie privée, je n'ai pas à parler des questions qui n'ont rien à voir avec le débat républicain, le débat qui s'inscrit dans un ordre pacifique. Pousser les gens à détester ou à s'opposer sur les critères primordialistes ou primitifs. Je suis né à Bafou. Ce n'est pas mon choix, c'est mes parents qui m'ont produit à cet endroit-là. Ils auraient pu le faire à Yaoundé, à Ebolova, à Douala, où je vis et je travaille depuis 25 ans aujourd'hui, que je ne serais pas plus valeureux que le lieu où je suis. Est-ce qu'en d'autres termes, ce que vous dites, c'est qu'il méritait largement ce traitement? J'interdis à qui que ce soit d'interpréter mon propos. Je dis que, et ça c'est un message que je passe aux journalistes, que faisons attention à ce que nous disons ou nous faisons dire dans nos plateaux. C'est tout ce que je vais dire. Merci Alex Gustave Azebazé d'être avec nous ce dimanche. De ce côté, nous recevons Marianne Simon Ekané, militante du Manidem. Bonjour Madame Ekané, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. Alors sur la même actualité que Alex Gustave Azebazé, quel est le regard que vous portez sur le traitement qu'ont vécu ces journalistes de Vision 4 à Paris? Oui, alors avant de parler de cet épisode-là, je vais revenir un peu sur la question de Simon et sur la réplique, la réaction
la réplique de M. Gustave Azé-Bazé, je trouve quand même que quand on dit qu'on est impartial, vous n'avez pas fait preuve ici d'impartialité en tant que journaliste. Madame Simon a répondu à la question et vous êtes tout de suite jeté dans une défense incroyable de M. Kamto. La question ne vous a pas été posée. Vous avez défendu comme sauf qu'il avait sauf qu'il a le droit, de répondre également à cette question. Oui, mais qui ne parle donc pas de cette manière-là, qu'on ne parle pas d'impartialité. Je réponds à cette question quant à la tournée de Monsieur Kamto. Il n'y a pas d'impartialité dans le journalisme. Je n'ai pas parlé d'impartialité. Je ne vous ai pas interrompu. Oh non. C'est que vous êtes en train de me faire une leçon sur une donnée. Non, vous êtes en train de me faire une leçon sur une donnée qui n'existe pas dans ce métier. Il y a ce qu'on peut appeler la restitution des faits. Ça ne veut pas dire impartialité. Assumez alors votre proximité avec M. Kamto. C'est tout. C'est clair. Assumez là, ici. Ce n'est pas une tare que d'avoir une proximité avec M. Kamto. Ce n'est pas une tare. Hitler a bien eu des amis, Bouska a bien eu des amis, et moi j'ai des amis, vous aussi, qui ne sont peut-être pas des gens recommandables, ça arrive. Assumez cette proximité clairement. Et laissez-moi prendre mon temps de parole. Donc en parlant de la question que vous avez posée à Madame Simon, quant au périple de M. Kamto et de ses partisans, je trouve quand même que les élections municipales de Paris, c'est le 20 mars 2020. Il a commencé très très tôt sa campagne à Paris. Il a poursuivi aux États-Unis pour les primaires. À Toronto, je ne sais pas à quoi ça servait, mais pour les plus jeunes, ceux qui ont à peu près mon âge, il y avait une troupe de cirque qu'on appelait des Canadian Circus, qui faisaient le tour du monde de tous les pays. Ils s'arrêtaient au stade de Bapelépé, ils faisaient leur tour de cirque. Laissez le monsieur faire son tour de cirque, il comprendra, comme l'a fait Jean Ping, qui aujourd'hui se repose tranquillement, a mis mandat virtuel dans sa tête, comme l'a fait Guardio, qui manifestement Venezuela, qui rentre chez lui hué par la population, qui hier, nous disait-on, l'avait adoubé. Donc, il faut laisser monsieur faire son truc. Le Cameroun avance son contenu tant bien que mal. Quant à l'épisode de monsieur le journaliste Obama, si on n'en parle, il faudrait qu'on parle de l'épisode des artistes qu'on a attaqués à Paris, des gens, des filles qui ont été déshabillées à Genève parce qu'elles arboraient des tenues aux couleurs du RDPC. Donc c'est pas nouveau. Et ces gens-là, moi je les appelle ces gens-là ont décidé de faire la peau à tous ceux qui ne pensent pas comme eux. Ils ont décidé de faire la peau à tous ceux qui ne pensent pas comme eux. Donc quand monsieur Azé-Bazé dit qu'il est contre toute forme de racisme, c'est très bien. Mais il faut aussi, pour les médias, il faut aussi le dire, pour des hommes politiques. Parce qu'on a entendu des hommes politiques dire des choses invraisemblables, même avant les élections municipales ou législatives, avant et durant la campagne présidentielle. Ce sont des choses qui amènent des gens un peu... Vous terminez, Madame Ekané. Oui, mais il m'a interrompu. Donc allez-y. Oui, vous l'avez récupéré. Non, je n'ai pas récupéré assez. Vous terminez, Madame Ekané. Donc, on peut dire des choses, mais quand ça arrive aux oreilles des gens complètement fêlés du tympan, des niais qui ne comprennent rien, ils peuvent poser des actes que nous-mêmes, on ne maîtrise plus. Donc il faut faire très attention à ça. Nous devons, combattre les tribalistes, tous ceux qui sont tribalistes dans notre propre camp d'abord. Nous devons les combattre. C'est comme ça que dans ce cas, on avancera un peu plus de liberté d'expression. Merci d'être avec nous ce dimanche. À côté de vous, Christian Massoma du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun. Il est également là. Bonjour Monsieur Massoma et merci d'avoir accepté notre invitation ce dimanche. Bonjour Léla, bonjour aux téléspectateurs de STV. Je saluerai aussi, courtoisie oblige, les copanélistes sur le plateau. Je me rends compte que le président Kamto demeure l'objectif numéro 1 de tous les politiques au Cameroun. C'est-à-dire on ne peut pas imaginer qu'on arrive dans un débat à STV et que d'entrée de jeu, même si la question a été posée au docteur Simon, que Mme Ekané réagisse avec autant de virulence
il traite le président Kamto de tous les noms d'oiseaux. Je pense que quand vous avez fait... Non, laissez-moi aller jusqu'au bout. Vous avez dit que Alex ne devait pas vous interrompre. Quand vous faites des parallèles en disant que Hitler a eu des amis, mais le professeur Kamto n'est pas Hitler. Quand vous dites que les Bousquet et autre chose, mais vous faites des allusions qui sont tellement pernicieuses pour un homme d'une respectabilité de la trempe de M. Kamto. Ça peut vous plaire ou ne pas vous plaire. Aujourd'hui, aucun Camerounais, c'est-à-dire doté d'un minimum de bonne foi, ne peut aujourd'hui ignorer la cohérence, la pertinence et l'ancrage de M. Kamto dans le paysage politique camerounais. Je vous mets au défi d'avoir un homme politique de votre camp ou du camp du RDPC qui est capable de mobiliser 100 ou 200 personnes dans la diaspora. Je n'en connais pas. Donc, nous avons une posture politique qui est claire. Nous avons décidé de ne pas participer à ce scrutin. On avait notre propre agenda. Le président a tenu cet agenda. Les Camerounais, fort heureusement, l'ont massivement suivi, que ce soit au niveau de la diaspora, que ce soit sur le plan local. Avec non, la diaspora compte. Vous en faites partie. La diaspora a une importance dans notre échiquier politico-social. On n'est pas allé là-bas pour les élections, parce que nous ne participions pas aux élections. Donc nous ne sommes pas allés solliciter le suffrage de la diaspora. Nous avons décidé de boycotter. Non, je suis en train de parler parce que on ne vous a pas posé la question sur le MRC ou sur le président Kamto, mais vous avez rebondi immédiatement et vous avez décidé d'ouvrir les canons. Maintenant, votre question d'entrée. Alors, vous parlez justement des... Excusez-moi d'entrer de cette manière parce que je ne peux pas accepter que d'entrée de jeu, les gens décident de vouer le professeur Kamto au pire gémonie. Alors, la dernière, avec vous, on va parler... Est-ce que vous savez que Mitterrand était l'ami de Bousquet? Ça n'a pas Marianne Timon Ekane. Voilà. Merci. Christian Massouma. Je pense que le débat va être difficile à conduire avec ce contexte. Christian Massouma, j'aimerais avec vous qu'on parle d'une dernière sortie médiatique de votre camarade Célestin Diamène. Oui. La dernière, c'était jeudi sur les antennes de STV, émission Entretien avec. Célestin Diamène a bien fait comprendre au public, voilà, que pour lui, c'était un mauvais calcul de ne pas aller aux élections. Des sorties un peu osées, jugent certains de vos camarades qui estiment qu'on devrait le sanctionner, quand d'autres saluent la liberté de ton de ce militant. Où est-ce que vous vous situez? Non, moi je vais être honnête. J'appartiens à une formation politique qui s'appelle le MRC. Et je pense que tout le monde sait que dans une formation politique, il y a des structures, il y a une organisation, il y a une discipline. Je me désolidarise totalement de la sortie de M. Ndiamène. Je pense qu'il engage lui à titre personnel et qu'il n'engage pas le MRC. Le MRC a une ligne, le MRC a une orientation. Nous, en tant que militants du MRC, nous sommes totalement solidaires de la décision qui a été prise par le Conseil national, qui est entre deux conventions, l'instance légitime capable de prendre de telles décisions au nom du MRC, et qu'il fasse une sortie que moi je trouve à titre personnel malencontreuse, ça l'engage lui, et je pense que le professeur Kamto et les instances dirigeantes prendront les décisions qui s'imposent en temps opportun. Donc maintenant, ça n'empêchera rien, c'est un épiphénomène. Le MRC reste vent debout et droit dans ses bottes et continuera à mener tranquillement ses activités. Je disais à quelqu'un que pour un parti comme le nôtre qui ne participe pas ou qui n'a pas participé au théâtre électoral du 9 février, sur le terrain, nous installons chaque semaine des dizaines, voire des centaines d'unités. C'est-à-dire les Camerounais continuent à manifester leur amour, leur enthousiasme vis-à-vis de notre formation politique, tout simplement parce que personne n'est dupe. Ils savent très bien que le vent de la Renaissance est en train de souffler et qu'il va aller jusqu'au bout de ce que nous avons prévu. C'est-à-dire nous arriverons de manière inéluctable à une alternance politique pacifiquement dans ce pays à travers des élections justes, équitables et transparentes. En deuxième partie d'émission, on reviendra justement sur ces propos-là. Donc, veille de la 54e édition de la Fête de la Jeunesse, célébrée cette année sous le thème Jeunesse, paix, décentralisation et participation à la gouvernance locale. Je crois que j'ai bien fait de prendre d'abord ce thème pour calmer un tout petit peu les esprits surchauffés. Donc, et participation à la gouvernance locale pour un Cameroun nouveau. Le chef de l'État s'est adressé à la jeunesse le 10 février dernier. On va commencer par le journaliste que vous êtes, Alex Gustave Azébazé. Comment est-ce que vous analysez ce discours d'environ, c'était quoi, 15 minutes? Je pense que les discours du chef de l'État camerounais, en tout cas du chef de l'État en fonction, même si ça se répète de manière pratiquement les mêmes orientations, parler un peu comme un chef religieux qui donne des conseils, qui fait un peu la morale
comment je le dis, aux citoyens du pays dont il a la charge. Moi, j'entends, quand j'écoute d'autres chefs d'État ailleurs, quand j'écoute le président Obama en son temps, peut-être aujourd'hui, plus récemment, Trump, que je n'écoute pas beaucoup, pour des raisons évidentes. Quand j'écoute le président français, l'actuel président ou son prédécesseur, j'observe que en chacun de leurs discours, contrairement à ce que je perçois dans certains médias camerounais, quand ils s'adressent à la nation, à toutes les occasions, surtout quand ils s'adressent à une catégorie, ils disent ils font le bilan de la politique de leur gouvernement, du gouvernement dont ils sont les chefs centraux, et ensuite ils donnent les perspectives, notamment en termes d'orientation en termes d'orientation. C'était le moment idéal, le 10 février? Il me semble que pour cette catégorie-là, qui selon les statistiques de l'Institut national en tout cas les chiffres, les données de l'Institut national des statistiques, qui est le seul institut public connu en la matière, la jeunesse représente au Cameroun aujourd'hui plus de 75% de la population. Quand je parle de la jeunesse de 0 à 45 ans, ça représente plus de 75% de la population. Et si un chef d'État, le responsable central, dans le type de régime que nous avons, parce qu'il ne faut jamais l'oublier, le régime camerounais est un régime hyper centralisé autour d'une personne qui est le président de la République. Moi, quand je faisais le droit public en son temps, on disait que c'était un régime présidentialiste. C'est-à-dire que, in fine, les ministres n'existent même pas, le gouvernement n'existe pas. C'est le président qui est le pouvoir. Je suis désolé de parler comme cela. Donc, quand il parle, ce n'est pas pour rien que certains Camerounais ont tendance à tout remonter au président. Même pour les questions les plus basiques ou les plus qui sont censées relever plus même de la commune du quartier ou même du chef du quartier. On dit, nous nous adressons au président de la République. C'est la nature de notre système, qui n'est sans doute pas le meilleur, mais qui, pour l'instant, est celui que nous avons en place. Donc, moi, en tant que journaliste, j'ai constaté que le président a davantage... Il a fait énormément de redites. Par exemple, j'ai entendu quand même un peu effaré que le président dise que l'année dernière, on a créé 500 000 emplois. Il a dit exactement la même chose le 10 février 2019. Après, il a changé peut-être un peu le mot en disant dans le secteur moderne. Je ne sais pas ce que veut dire le secteur moderne au Cameroun. De l'économie. De l'économie moderne. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Je ne sais pas s'il veut parler des start-up, parce qu'on peut considérer qu'aujourd'hui, avec l'évolution des orientations économiques, d'un certain nombre d'orientations économiques internationales, on pense que ceux qui investissent dans le domaine des technologies modernes et donc qui créent des structures. Mais je n'ai pas le sentiment qu'avec ce que nous avons vécu, ce que nous vivons dans la partie ouest de notre pays, je vais parler des régions du nord-ouest, du sud-ouest, et particulièrement du sud-ouest, que les start-up aient connu meilleur sort qu'il y a 2 ans ou 3 ou 4, 5 ans. Au contraire, les données qui sont disponibles, une organisation comme ADICI, qui analyse un peu les questions de l'accès aux data et de développement des data, nous montre que l'économie numérique a connu un plongeon dans notre pays. Donc quand on cherche, on ne voit pas. Peut-être que c'est... Or, chacun de nous sait que entre 2017 et 2020, la priorité du gouvernement a été généralement l'organisation de la CAN. Est-ce que c'est dans les infrastructures relatives à la CAN que les 500 000 emplois ont été créés? Je suis désolé, moi j'ai vu les hôteliers qui me disent ça n'avance pas beaucoup dans leur domaine, même malgré le report ou le renvoi de... Le docteur Simon, avant Christian Massouma, qu'est-ce que vous retenez de ce discours, docteur? Je suis un peu gênée, excusez-moi, pour un journaliste qui se veut neutre et libéral, de réagir de cette manière vraiment permise. Je ne suis pas en train d'écrire un article, je parle ici en tant qu'analyste. Oui, mais donc si vous pensez qu'un analyste, c'est quelqu'un qui accompagne... Le mot journaliste, ouais. Moi c'est ce que j'ai retenu. Bien sûr. Et pour un journaliste qui se veut neutre, qui est l'homme qui conscientise, avoir cet esprit extrêmement péjoratif et pessimiste même à la limite, moi ça me dérange. Parce qu'on a un chef d'État qui parle à ses enfants, qui parle aux jeunes. Et me dire, ou alors commencer à établir une comparaison avec des autres chefs, ça c'est ce que je n'avale souvent pas. Et je dis chaque fois, quand j'ai l'occasion de le dire, lorsque les Camerounais apprendront à
respecter leurs institutions, lorsque les Camerounais apprendront à se contenter de ce qu'ils ont dans leur pays, à leur richesse, à leurs valeurs, à développer ou à valoriser davantage ce qu'ils ont, sans toutefois chaque fois établir une comparaison avec des pays qui parfois ne sont même pas aussi envieux que ce que nous le pensons, on ne peut pas commencer à établir une comparaison avec le discours du chef de l'État, avec celui du chef d'État français ou... Attendez un peu. Moi, je voudrais qu'on entre dans ce qu'il a dit. Et qu'on me dise que c'est son discours à celui de Camto, parce que Camto en a fait un. Oh là là, je vous en prie. Vraiment, qui est Camto lorsqu'on parle du chef de l'État là maintenant? Je compare le discours de notre chef d'État. Qui est Camto lorsqu'on parle du chef de l'État là maintenant? Je suis désolé si nous faisons un débat. Moi, je m'arrête sur un élément. Voilà, revenons, docteur. C'est l'élément. Voilà, revenons. Je m'excuse, vous êtes le porte-parole du RDPC, c'est normal. On parle de journalisme. Voilà, revenons au débat. Qu'un journaliste soit... Qu'est-ce que vous retenez, docteur? On a un chef d'État qui parle à ses enfants. Je crois que c'est ça qui est important. Et un mendiant même, là il a démontré combien de fois il est encore mendiant de la paix. Ça tout le monde l'a vu. Parce qu'à la fin, vous l'aviez dit vous-même, j'ai besoin de vous. Il reconnaît qu'il a besoin de ces jeunes. Mais quelque part, il leur donne des conseils, ce qui est important. Parce qu'il a compris qu'ils doivent être recadrés. On a observé un certain nombre de violences, une montée très élevée, puissante de la violence en milieu jeune. Il ne faudrait pas qu'il passe là-dessus comme si rien ne s'était passé. On voudrait qu'il fasse un bilan. Mais on est en train de parler aux jeunes. Des jeunes qui semblent avoir perdu les repères. Mais il est important que le père leur recadre. C'est très important. Donc il ne peut pas se lever là aujourd'hui et vous dire que le discours était nul. Ou alors vide. Ah non, je ne veux pas dire qu'il était nul. Non, c'est pas important. Il y a des qualificatifs que je n'utilise jamais dans ma vie. Hein. C'est la même chose. Ne me prêtez pas ça, madame. C'est la même chose. Ne me prêtez pas les on voit un chef qui prend la peine de reconnaître les valeurs de sa jeunesse. Parce qu'il a fait allusion à la jeunesse sportive, en montrant que voilà des exemples, voilà des personnes qu'il faut applaudir. Mais ce qu'il déplore, et là il l'a souligné très clairement, il reconnaît que les jeunes ont perdu un tout petit peu le nord, comme on le dit souvent. Les jeunes sont entrés dans une violence, les jeunes sont entrés dans une consommation des gros. Et c'est important qu'il souligne et qu'il leur rappelle que nous devons revenir. Si, et seulement si, on veut reconstruire notre Cameroun. D'ailleurs, le thème de la jeunesse, même le demande, la 53e édition, le démontre à suffisant. Il implore les jeunes à s'impliquer dans la gouvernance locale. Voilà autant d'éléments importants pour montrer qu'il a besoin de ces jeunes. Il sait quels sont leurs soucis lorsqu'il parle de l'emploi. Ça, il le sait. Mais on ne peut pas dire que sur le plan de l'emploi, rien n'a été fait. Il y a des recrutements qui sont lancés jour et nuit. Et ce n'est pas à négliger. C'est déjà un pas vers l'avant. C'est quelque chose qui est en train d'être fait. Que ce soit dans la formation professionnelle, il y a des programmes jeunes qui sont développés. Donc on ne peut pas se lever et établir des comparaisons inutiles. Christian Massoma, Alex Gustave Azebazé souligne le fait que le chef de l'État n'ait pas fait de bilan, par exemple sur les actions menées par le gouvernement camerounais en faveur des jeunes, puisque c'était le 10 février, il s'adressait aux jeunes. Pour vous, est-ce qu'il y a des points que vous attendiez justement dans ce discours qui n'ont pas été évoqués par le chef de l'État ? À titre personnel, les discours du président de la République depuis quelques années ont une connotation tellement rhétorique que je me pose la question sur les attentes que nous pouvons formuler légitimement par rapport à ces discours. On a l'impression qu'il y a une rupture, une cassure entre le vécu des Camerounais et notamment de la catégorie jeune et la perception du président de la République. Quand vous entendez le président de la République s'adresser à la jeunesse et parler de la création de 500 000 emplois et que vous vivez au Cameroun comme moi en 99 et en 2019 et en 2020, s'il en a créé 500 000 chaque année, ça veut dire qu'on a créé 1 million d'emplois les 2 dernières années au Cameroun. Nous vivons dans un pays avec un chômage endémique, avec une paupérisation permanente des jeunes, avec une déperdition totale d'une catégorie de nos jeunes compatriotes qui n'ont ni espoir, ni espérance, ni visibilité par rapport à leur avenir. Et alors, quand vous entendez de tels discours, vous vous demandez à qui ils s'adressent véritablement. Elle dit, c'est le chef de l'État, c'est le président de la République, il donne des conseils. C'est le père. Et c'est le père. Est-ce que vous avez l'impression aujourd'hui que les jeunes suivent effectivement les conseils du président de la République? Elle a parlé de la consommation des drogues et de l'alcool. L'activité qu'on a connue le plus au Cameroun depuis des années, c'est des activités liées à la consommation de l'alcool. C'est-à-dire, quand vous voyez l'université où certainement Madame Simon travaille, tous les endroits qui sont juste l'université, c'est des débits de boissons et des snack bars. Donc, moi, je suis vraiment un peu choqué par
ce que j'entends et les commentaires qui s'en suivent, parce que je pense que notre pays traverse une période extrêmement difficile de son histoire et que nous avons certes perdu l'ensemble de nos repères et de nos valeurs et qu'il faut absolument qu'on essaye de concourir et de travailler à pouvoir redonner de l'espoir, notamment à nos jeunes compatriotes qui n'en ont plus aujourd'hui. Alors le président de la République, quand il s'adresse aux jeunes et qu'il prend un certain nombre d'exemples, il a fait une allusion à la décentralisation. Il a fait une allusion il a dit que les jeunes étaient les premiers à profiter de la gouvernance locale et des effets de la gouvernance locale. Quand vous avez regardé les listes du RDPC à la dernière élection, vous avez eu l'impression que les jeunes ont été... Non, j'ai dit quand vous avez regardé les listes. On a vu les mêmes faucons qui sont là depuis 30 ans, 40 ans, qui veulent continuer à maintenir leurs privilèges et qui ne laissent pratiquement pas de place aux jeunes. De temps en temps, on met un ou deux, non, parce qu'on se dit, ok, en donnant un ou deux strapontins à ces jeunes-là qui sont très souvent désœuvrés et qui pensent que le fait d'être conseiller municipal aujourd'hui pourra leur garantir un avenir demain, moi je pense qu'on est en train de se tromper totalement d'objectif. Le problème du Cameroun sont des problèmes sérieux. Le problème du chômage est un problème extrêmement sérieux. Et je ne crois pas qu'on ait créé 1 million d'emplois dans ce pays depuis 2 ans. Et des emplois dans l'économie moderne. Alès a dit tout à l'heure que peut-être que les chantiers de la Coupe d'Afrique des Nations ont pu créer un certain nombre d'effets qui ont donné l'impression que notre croissance était en train de bondir. D'ailleurs, il a parlé de la croissance qui avoisinerait un certain nombre de chiffres. Mais il a oublié de parler de l'inflation galopante qui annihile totalement les effets de cette croissance. Parce qu'on ne peut pas parler de croissance quand on ne contrôle pas l'inflation sur le marché. Donc, on est dans un pays où rien ne va en ce moment. Et l'autre dire n'est pas avoir une sorte de mépris vis-à-vis du président de la République, ce n'est pas manquer de patriotisme. Et le patriotisme, contrairement à ce que pense le docteur Simon, c'est l'amour pour la patrie et pour le pays. C'est pas l'amour pour les institutions ou le RDPC. Nous aimons nos pays. Ceux qui gèrent dans ces institutions qui gouvernent le pays depuis longtemps, quels actes ils posent concrètement sur le terrain? Mais ils détournent des centaines de milliards qui sont destinés justement à la création des écoles, à la modernisation de notre système éducatif, à la professionnalisation des enseignements qui permettra aux jeunes de pouvoir avoir un certain nombre d'emplois décents le lendemain. Donc, il faut dire les choses, le pays va à volo. Et les discours du président de la République sont en dichotomie avec le vécu et la réalité des Camerounais au quotidien. Marianne Simon-Nekane, on note que contrairement à ce à quoi le chef de l'État a peut-être parfois habitué les Camerounais, Paul Biya, dans ce discours, est revenu sur les questions actuelles et ponctuelles, notamment des violences en milieu scolaire. Lui, que l'opposition a souvent dit éloigné, déconnecté de la réalité. Comment est-ce qu'on peut analyser ce changement d'attitude du chef de l'État? Mais ce n'est pas un changement d'attitude. Le dire, vraiment, je ne vois pas où est le changement d'attitude. Parce que vous dites qu'on dit qu'il est déconnecté de la réalité, mais la violence, c'est le résultat justement de la politique du RDPC. C'est la politique du RDPC qui crée cette violence. On parle de violence des jeunes. Mais la violence que subissent les jeunes qui n'ont pas d'emploi, qui n'ont pas de perspective, c'est cette violence que ces jeunes subissent, qui répercute sur la drogue ou sur d'autres personnes. Ça n'a pas ce n'est pas sorcier. Donc ils se réveillent d'un coma, je sais pas, un coma ou un long sommeil pour fustiger les jeunes plus tôt. Ils devaient s'en prendre à ceux à qui il a donné la responsabilité de s'occuper de ces jeunes-là, pas vis-à-vis des jeunes. Les jeunes sont le résultat. Et vous savez, on recycle déjà les poubelles. Donc, ces jeunes sont une poubelle de la politique du RDPC. Et c'est au RDPC de recycler justement ces jeunes-là. Le dire, oh, les jeunes ont de la drogue, boivent et tout. Le président de la République, même s'il le voit passer, le ministre voit bien qu'autour des écoles, comme disait le panéliste M. Massoma, des débits de boissons, ceinture, pratiquement les écoles, les collèges, et c'est les mêmes quelquefois, cette vente de drogue est connue par et les proviseurs et la police. En matière d'alcool. Moi, j'ai vu dans les grands centres, niveau comment on dit, autoroute, Douala, pour aller dans des villes, des grands panneaux qui font l'apologie de la boisson. Vous voyez un conducteur dans sa voiture qui voit d'un grand panneau Ballantyne, buvez de l'alcool, l'alcool ça donne de la force. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens, mais tout le monde le voit. Ce n'est pas seulement les gens qui sont au pouvoir qui le voient, même les industriels, ceux qui vendent, le font, les publicistes font ça.
Donc on ne peut pas dire ce discours-là, c'est vraiment comme on dit, je sais pas, un rembobinage des discours, la redondance. On n'attend pas grand-chose de ça. En même temps, quand j'ai encore entendu qu'il y a eu 500 000 emplois créés on reviendra justement sur la question. En 2019, vous savez qu'en France, pour ne pas la citer, c'est 280 000 emplois et les gens se félicitent qui a été créé en France 280 000 emplois. Ça se voit. Le double. Ça se voit dans ces pays. Et on voit même les réformes qui ont permis ça. Comment le président Biya se lève, on lui fait lire un discours de 500 000 emplois. Mais on verrait les villes bouger s'il y avait eu 500 000 emplois. On l'aurait vu. On n'a pas besoin de la création de on le verrait. Donc, en même temps, je dis que ceux qui écrivent les discours du président Biya ne se moquent plus seulement des Camerounais, se moquent même du président. Le laisser dire ce genre de choses, c'est regrettable. Justement, pour parler de la consommation des drogues en milieu scolaire, pour lutter justement contre ce phénomène, le chef de l'État a à nouveau confié cette tâche à son gouvernement. Quelle est l'évaluation que vous faites de ce qui a été mis en place jusqu'ici par le gouvernement camerounais pour justement lutter contre la consommation des drogues par les jeunes? Je crois qu'il est important, et la dernière fois on a eu l'occasion d'en parler, et permettez que je revienne là-dessus, parce que chaque fois, si on laisse la tâche uniquement au gouvernement, je vous rassure, le résultat... Le chef de l'État vient de confier la tâche au gouvernement. Oui, je suis d'accord, c'est une partie, et ça je l'ai dit il y a longtemps, c'est une partie, c'est un élément de la chaîne qui devrait prendre en responsabilité cet élément-là, mais il y a également nos familles. Parce qu'il y a également nous, c'est ce que je veux dire. Parce que lorsque je parle de famille, je parle de nous. Il y a également nous. On devrait nous aussi nous impliquer dans cette action pour empêcher. Parce que lorsqu'on parle, on va insister sur le gouvernement, on va nous renvoyer par exemple dans les systèmes éducatifs. Naturellement, à l'école primaire, commençons par là, on a des programmes éducation à la citoyenneté, éducation morale, qui se font tous les matins, je crois, à partir de 7h30, 8h30. Ça se fait toujours. On va dans... Oui. À l'enseignement primaire, ça je le dis avec mais est-ce que ça se première fait leçon. Dans les lycées? Oui. Non, je commence par le primaire. C'est la première discipline de la journée, éducation morale et éducation civique. C'est un élément, on n'est pas négligé, parce que à chaque fois qu'on devrait inculquer ces valeurs aux enfants, on peut espérer un comportement nouveau. Si on s'assure qu'à la maison, il y a un travail de base qui est fait, parce que tout part également de là. On va dans nos lycées maintenant. Je crois que dans les lycées maintenant, c'est pas tous les jours, mais on a également éducation à la citoyenneté qui est dans le lycée, je crois de la 6e en terminale. C'est vrai, on ne doit pas existe encore, docteur? Oui, ça existe encore. Je vous le dis. Ça, sur le plan éducatif, je peux vous rassurer, ça existe encore. Au primaire, il y a un livre au programme, ça existe encore. Je sais pas si on non, ça existe encore, ça je vous rassure. Au primaire et au secondaire, ça existe. Maintenant, dans nos universités, malheureusement pas. Mais on se dit que ces valeurs, l'ensemble des valeurs que l'enfant a pu inculquer du primaire au secondaire... Donc, je note que vous n'avez pas encore répondu à la question. J'y arrive. Oui. Je veux montrer simplement qu'il y a un ensemble d'éléments que les parents doivent associer pour que le gouvernement puisse facilement jouer son rôle. Voilà, mais qu'est-ce que le gouvernement, comment est-ce que vous évaluez l'action menée par le gouvernement dans ce cadre-là, le ministère de la Jeunesse par exemple, voilà, qui a entamé des campagnes de sensibilisation qui, on a l'impression, ne sont pas réellement suivies finalement. Non, c'est un problème de suivi maintenant, parce que j'allais parler justement de ces campagnes de sensibilisation dans les établissements. Et généralement, même avant même que le président ne le dise, pendant les fêtes de la jeunesse, je crois que le ministère de la Jeunesse, généralement, organise ces campagnes dans tous les établissements scolaires. Mais si ces campagnes sont un échec, qu'est-ce qui explique que le chef de l'État reconfie cette même mission au gouvernement? C'est pas une question d'échec, mais c'est qu'il n'y a pas de suivi. C'est pour ça qu'il est question. Il n'y a pas de suivi. Il y a un ensemble d'éléments qui doivent être pris en compte. J'insiste cela dessus. On a l'école, on a la famille et on a la société. Il serait difficile simplement d'inculquer cette valeur au gouvernement et attendre un résultat concluant. Ça, je vous le dis clairement. Il y a la famille, il y a l'école, il y a également la société. Maintenant, je crois que tous ces paramètres sont mis ensemble. On peut escompter, on peut obtenir à un moment un résultat, voilà, des jeunes beaucoup plus doux et beaucoup plus citoyens. Allez-y, Alex Gustave. Moi, je note une chose. Je suis embêté de devoir prendre la parole après Madame Simon, en plus représentante du parti quand même au pouvoir. C'est le parti qui est censé nous gouverner. Hein. Parce que quand on vous critique, vous dites que nous sommes partiaux. Moi, je suis un citoyen camerounais, en tout cas, peut-être moi personnellement, mais ma famille, vous avez parlé de la famille, qui est
victime ou qui subit la politique du parti dont vous êtes le porte-parole sur ce plateau. Donc on ne peut pas faire un débat, vous me demandez d'être partial quand vous êtes sur un plateau. Moi je parlerai avec les figures, avec les données. J'entends dire que oui, Madame Ganzo vous a posé une question. Le président confie à nouveau au gouvernement, parce qu'il a dit dans le discours qu'au cours d'un conseil ministériel, j'avais demandé au gouvernement de faire ci, bon, le conseil ministériel dont chacun de nous sait que bon, ils existent souvent quand le président peut. Quand il le redit, Madame la journaliste, ma chère consoeur, a interprété que le président a à nouveau donné la mission de conduire cette lutte-là au gouvernement. Il est évident que le président n'a même pas besoin de la confier. C'est l'essence d'un gouvernement de mettre en œuvre les politiques publiques. Et s'il y a un phénomène qui devient prégnant dans une société, dire que les familles, les ci ou les ça, Madame Ekane a dit une chose tout à l'heure, la violence dans ce pays, qui est un phénomène structurel, a atteint les familles dans leur capacité même à assumer de l'autorité sur les enfants, sur leur progéniture. Moi j'entends les gens dire, il faut que vous limitiez vos naissances, il faut que vous limitiez ci ou ça. Mais une société qui ne produit pas suffisamment de richesses qu'elle partage. Et une société pour produire ces richesses-là doit avoir un substrat d'organisation qui est la responsabilité d'abord du gouvernement. On ne peut pas continuer à se défausser sur l'ensemble de la société en disant non, c'est pas seulement l'affaire du gouvernement, c'est les familles, c'est les sociétés, pendant qu'on y est. Dit même que c'est les églises. Or, il m'a semblé que c'est plus il y a les églises dans ce pays, plus il y a la criminalité. Je suis désolé de dire ça comme ça. Les églises réveillées qui enserrent nos quartiers, nos familles, ne produisent pas que du bien. L'église catholique, où je n'ai que des amis, a beau faire l'éducation morale et religieuse, ça n'empêche pas que les gens qui vont tous les jours, tous les dimanches, et parfois tous les soirs, sont des pires criminels de notre société. Utilisons les mots qui vont avec. Je suis désolé. Il faut. Maintenant, moi, je me permets d'être directif. Je ne suis pas président de la République, je suis un citoyen qui est extrêmement libre. Il faut que nos institutions, les institutions auxquelles vous appelez au respect, que ces institutions-là fassent chacun ce qu'il a à faire. Elle a parlé de la police. Mais vous pensez qu'on lutte contre les phénomènes criminels en pérorant? Mais c'est en faisant fonctionner le renseignement, en le faisant fonctionner de manière non personnelle et non partisane, en le faisant fonctionner pour que on mette, je n'aime pas utiliser le terme hors d'état de nuit, mais comme c'est le langage qui est le mieux compris ici là, je reprends leur mot, pour qu'on mette hors d'état tous les circuits qui existent et qui sont connus par ces gens-là. Pourquoi on les comment je vais dire, je parle simplement de la drogue. Le Cameroun, moi je n'ai jamais pensé que je vivrais dans un pays où les instituts de rating ou de notation internationale vous considèrent comme étant l'un des pays qui est une sorte de passoire en matière de trafic de drogue et de stupéfiants. Il y a un problème. Donc si on ne le fait pas, la petite délinquance qui grandit, qui produit les drames comme ceux qu'on voit dans les écoles aujourd'hui, qu'on voit dans les quartiers, où des gens peuvent, parce qu'ils sont embumés, comment je le dis, ils sont pétris, dominés par les substances psychotropes, prendre des couteaux, des armes blanches, ou parfois des armes à feu, pour poser des actes extrêmement répréhensibles. Et quelquefois, même quand ils arrivent devant la justice, devant certaines juridictions, réussissent quand même à s'en sortir, réussissent à ne pas être condamnés. Donc je vais dire, on peut dire tout ce qu'on veut, le rôle de l'État est central, en tout cas dans un système comme le nôtre, qui n'a pas laissé développer. Nous, on a un État assez totalitaire, qui ne laisse pas aux autres composants de la société faire ce qu'elles ont à faire. Moi, je vois les difficultés des partis politiques qui ne sont pas du pouvoir fonctionner dans ce pays. Or, il m'a semblé que si on les laissait fonctionner, peut-être que même dans leur programme, dans leur campagne, ils aideraient, ils contribueraient à promouvoir cela. L'essentiel de l'activité des partis politiques aujourd'hui, c'est quoi? C'est de lutter contre les fraudes, c'est de lutter contre la répression.
la répression de leurs activités, qui sont pourtant des activités basiques et banales pour un système pluraliste. Moi, je le dis pour vous conforter dans ce que vous dites que je suis partisan. Moi, je suis partisan d'une république où l'État ne se confond pas à ceux qui, en tout cas ceux qui ont la charge de le diriger, doivent avoir plus de responsabilités que ceux qui demandent les services à cet État-là. Merci Alex Gustave. Maria Simone Kanepo, touchant un tout petit peu à l'aspect politique, on va dire que ce discours, Paul Biya l'a tenu au lendemain du double scrutin. Je crois que c'est Alex Gustave Azebazé qui le faisait remarquer. Donc, au cours de ces élections, quelle a été la place accordée aux jeunes? Je veux dire, le pourcentage de ces jeunes-là élus au finish, est-ce qu'il est suffisamment représentatif? Vraiment, dire qu'on a accordé de la place aux jeunes, c'est vraiment se moquer des jeunes. Le pouvoir ou le député sait bien qu'on n'a rien accordé aux jeunes. On leur fait miroiter des tas de choses. Mais ce que je veux dire, c'est comment est-ce possible que des gens qui sont là depuis plus de 30 ans, il y a tous les 30 ans, on a eu, moi ça fait 30 fêtes de la jeunesse, on nous redit les mêmes choses. À un moment, il faut quand même se dire, on ne réussit pas. Laissons, déposons la clé. Laissez à d'autres l'occasion de montrer ce qu'ils peuvent faire. On ne peut pas, au bout de 30 ans, répéter les mêmes choses sans résultat. S'il n'y a pas de résultat, soit c'est de la faute à ceux qui nous gouvernent, soit c'est de la faute à la population, à ceux qui sont là, qui regardent. Mais il y a forcément, je dis bien, si ce n'est pas, puisqu'ils disent qu'ils font tout pour que ça change. Ça ne change pas. Donc, soit c'est de notre faute, nous, le peuple. Donc, c'est nous qui avions institué cette violence, ce mal-être. On l'a institué pour nous-mêmes. Madame parle des familles. Mais les familles ne peuvent rien. Il appartient à un gouvernement, à un État, de structurer ces familles. Ces familles sont dans une déshérence. Dans une déshérence. Comment peut-on être... on ne peut être source de bonheur que quand on est le bonheur. Quand on est malheureux, on produit des gens malheureux. Les enfants, moi je regarde les enfants. Moi je n'ai jamais lu dans les yeux de mes parents cette angoisse, cette perte d'espérance, de perspective. Parfois d'estime de soi. D'estime de soi. Mais les enfants lisent, lisent dans les yeux de leurs parents. La désespérance, et tout cela se répercute sur les enfants. Je vois des petits enfants de 12 ans où on ne lit plus aucune innocence. Il n'y a plus aucune innocence dans les yeux des enfants de 12 ans. Moi, à 12 ans, j'étais en 6e, 5e et je jouais encore la poupée. Je ne savais même pas ce que pouvait dire comment on paye une facture d'électricité. Est-ce qu'il y a une coupure d'électricité? Je ne connaissais pas. Je voyais des gens, encore là, moi j'habitais à Bonadibon, des bonnes fontaines où les gens se retrouvaient tous les soirs à chercher de l'eau. Ça n'existe plus, c'est les flaques. Les familles vont dans les flaques, dans les marigots. Mais ça, au moins, le président ne peut pas dire qu'il ne voit pas ça. Ou venir tenir des discours. Madame, je suis désolée, on peut défendre un parti, on peut être militant d'un parti, mais à un moment, il faut être quand même réaliste et comprendre que là, non, c'est pas bon. C'est pas bon. Christian Massoma, sur la place accordée aux jeunes au cours de cette élection. Je le disais tantôt, malheureusement, nous ne sommes pas allés aux élections. Pour que nous fassions la démonstration palpable aux Camerounais que les jeunes peuvent occuper un rôle central au cœur d'un parti politique. Mais le PCRN l'a fait quand même. Le PCRN, je n'aime pas trop commenter l'actualité du PCRN, parce que pour des raisons, vous avez dit tout à l'heure, madame a dit qu'elle se sentirait bien à parler du PCRN et de son président, parce que vous savez, les partis qui collaborent ou qui participent ont toujours des ententes d'une certaine manière. Mais je pense laissez-moi finir. Le PCRN aussi n'est pas sur le plateau. Laissez-moi dire ce que je veux dire, ce que je voulais dire, c'est madame qui en a parlé. C'est madame, vous avez dit ça, qu'on aurait dû donner la place. Oui, et vous avez cité le PCRN. Donc je dis que les jeunes ont été des laissés pour compte à cette élection. Les jeunes ont été des laissés pour compte une fois de plus, tout simplement parce que les caciques au pouvoir, ceux qui conservent tous les privilèges de notre pays, de notre société, ne veulent pas laisser la possibilité aux jeunes d'incarner autre chose. Or, ces gens ne peuvent plus rien apporter. Ils ont prouvé l'ensemble de leurs limites en 37 ans, bientôt 38 ans. Donc on ne peut pas penser que une jeunesse qui aspire aussi... Le leader était avec eux.
Madame, je ne parle pas de mon leader, je ne sais pas de quoi vous êtes en train de parler là. Je suis en train de dire ceci. On parlait. Il est comptable. Je suis en train de dire ceci. Si vous voulez que je vous parle de la collaboration du président Kamto avec le gouvernement et l'État du Cameroun, on pourra en parler. Mais ce n'est pas la thématique qui a été abordée. Donc, je suis en train de dire que les jeunes sont tellement désœuvrés dans ce pays. Et malheureusement, ils subissent comme une espèce de fatalité ce gouvernement et ses actions. Et cette inertie gouvernementale ne pourra rien apporter à cette jeunesse parce qu'en réalité, ils ne sont pas préoccupés par le sort de la jeunesse camerounaise. Donc je n'attends rien de nouveau dans ces élections en matière... Quand le chef de l'État parle que de la première génération a profité de la gouvernance locale, qui croit véritablement que cette génération profitera de cette gouvernance locale? Je vois les gens qui sont investis au sein du parti au pouvoir, les gens qui sont en train de se battre en ce moment pour les exécutifs municipaux. Vous me direz combien de jeunes ont intégré les exécutifs municipaux ou combien de jeunes ont intégré les conseils régionaux ou les... Non, arrête. Il faut qu'on arrête. Comment est-ce que justement ces jeunes peuvent tirer leur épingle du jeu en n'étant pas aux affaires? Le chef de l'État les a appelés justement à s'intéresser à la oui, mais permettez qu'avant d'entrer, de répondre à cette question, que je revienne sur un élément très important. Sociologue que je suis, je n'aime souvent pas, ou alors je ne peux pas facilement laisser passer l'idée selon laquelle on attribue la violence actuelle à un gouvernement ou à un système, vraiment. Même si ça peut constituer l'un des moyens ou alors l'un des éléments déclencheurs, mais qu'on exclut quoi? Alors qu'on décide délibérément d'exclure la famille. Non. Moi, j'insiste sur la famille. Parce que la famille a ce qu'on appelle les éléments de base. Et je vous rassure, lorsqu'un enfant... Parce que l'enfant, avant qu'il arrive dans la société, je crois qu'il est accueilli par une famille. Il est accueilli par un ensemble de personnes. Et lorsque ces personnes essayent de lui inculquer des éléments de base, je vous assure, lorsqu'il sera transmis à la société, il y a un minimum de comportement qu'on va observer. Marie-Simone et Kane faisait noter que lorsque les parents vivent dans le désespoir constant, comment est-ce qu'ils... Ça ne peut pas exclure qu'on s'efforce, qu'on se batte à inculquer certaines valeurs, qu'on inculque certaines valeurs aux enfants. Déjà, on aime souvent le dire, ils n'ont pas demandé à naître. Ils sont d'accord là-dessus. Ils n'ont pas demandé à naître. Ça veut dire qu'à un minimum, la famille devrait d'abord. Vous n'allez pas me dire que la famille est exclue. Je dis, je ne vous accepterai jamais ce point de vue. La famille doit d'abord inculquer un minimum de valeur à l'enfant. Madame, est-ce que vous savez qu'il y a des générations, des gens qui ont 37 ans aujourd'hui, qui ont vécu déjà dans cette désespérance et qui ont fait des enfants aujourd'hui qui ont peut-être 15 ans. Qui ont intégré la même désespérance. Moi, j'insiste sur l'éducation. Moi, j'insiste sur l'éducation. Si vous n'avez pas les moyens, ne faites pas des enfants. Non, ce n'est pas une histoire de moyens. Voilà le véritable problème. J'insiste sur l'éducation. Et l'éducation, il y a des valeurs. N'importez pas les des valeurs minimales, des valeurs basiques qu'on inculque aux enfants. Les parents n'ont pas eu cette... Et vous pensez que les parents ne font pas leur travail, docteur? Honnêtement, vous pensez qu'ils ne font pas leur travail? Je ne dis pas qu'ils ne font pas, mais très peu ont démissionné. De ce travail. Ah ben oui. Vous savez, il y a des parents qui n'aiment pas. Très peu. Je suis très claire là-dessus. Très peu ont démissionné. Vous pensez qu'il y a des parents qui n'aiment pas leurs enfants? Ça existe des parents qui n'aiment pas leurs enfants. On ne parle pas d'amour. Mais l'amour, c'est éduquer les enfants. Mais il y a cette connaissance-là. Je dis, il y a très peu de parents. Et reconnaissons-le qui ont démissionné. Revenons, on a déjà eu ce sujet. Revenons justement avant Alex. Parler de l'implication. Revenons sur la décentralisation, justement. Comment est-ce que les jeunes peuvent tirer leur épingle du jeu en n'étant justement pas aux affaires? Reconnaissons également que les jeunes également n'osent plus assez. Ça, il faut le savoir. Nos jeunes n'osent plus assez. Moi, je prenais un exemple très clair. Avec sur un plateau ou quelque part, vous entrez dans un snack huppé de la ville de Douala. Je prends un exemple. Vous vous asseyez pendant 30 minutes. Je vous assure, les là, après 30 minutes, vous coulez des larmes. Parce que toutes les personnes qui sont assises là, ce sont des jeunes. Et quand vous regardez, vous faites une petite enquête. Je dis, vous entrez dans un espace huppé, on se comprend un peu. Je dis, 30 minutes après, il est envahi uniquement par des jeunes. Il faut commencer à poser la question. Mais c'est le valeur qu'on a. Permettez, il n'est pas là, ça ne se ramasse pas la boisson qu'on vend là-bas. Je dis que c'est le valeur qu'on a. C'est la question qu'on se pose. Et quand vous dites la valeur qu'on a inculquée, qui l'a inculquée, mais c'est la famille qui l'a inculquée cette valeur. Oh ben, je vous assure. Je vous dis, 30 minutes après, vous voyez des jeunes. Et le paradoxe réel, c'est qu'on va me dire après, ils n'ont pas de travail, ils n'ont pas d'emploi,
ça suppose automatiquement qu'ils n'ont pas de revenus. Et moi, je me dis, mais attendez, ils n'ont pas de travail, ils n'ont pas d'emploi, ils n'ont pas de revenus. Et qu'est-ce qu'ils font dans un bar comme celui-ci, dans un espace comme celui-ci, pendant 40 minutes, voire 2 heures de temps, et je vous assure, à consommer. Que font les fonctionnaires qui ont autant d'argent, des immeubles partout, alors que les salaires ne suivent pas? Et c'est de ça qu'il est question. Quand le chef essaye de recadrer la jeunesse, je leur demande de s'impliquer davantage. Parce que les jeunes ont perdu, on a l'impression qu'ils ont perdu confiance en eux. Et c'est ce qu'on tente de leur remettre aujourd'hui. Allez-y, je vais rassurer Madame Simon que je déteste pas l'État, mais des façons de faire de notre gouvernement m'inquiètent. En tout cas, m'inquiète, je dis le moins. Mais cela dit, peut-être que vous lui posez la question, le président dit les jeunes vont être les premiers bénéficiaires de la décentralisation. Depuis là, il ne vous dit pas comment. Moi, je vais vous aider en vous disant. Peut-être que vous n'avez pas lu. Peut-être que vous n'avez pas lu la loi sur la décentralisation. Vous ne m'aidez pas, non. Bon, répondez dans le public. Et dans le public. Et dans le public. Le journal revient à moi. Voilà. Et dans le public, c'est beaucoup mieux. La loi sur la décentralisation, de manière théorique, dit que un ensemble d'activités publiques qui précédemment ou anciennement étaient relevées des compétences du gouvernement vont désormais être transférées aux communes ou aux conseils régionaux. La décentralisation. Oui, mais madame, je pensais que la journaliste vous a posé la question. Allez-y. Moi, parce qu'il faut aussi, à un moment donné, qu'on forme le public. Il m'a semblé que, sans aller dans le détail, le président semblait, à cette partie de son discours, renvoyer à cela. C'est-à-dire que, contrairement à ceux qui voient les personnes qui sont élues, il m'a semblé que le président voulait parler de la délégation locale. Voilà. Maintenant, est-ce qu'il a bien structuré cette partie de son propos? Moi, je me réserve. Madame Ekana a dit tantôt tout à l'heure, sur un certain nombre de points, je suis d'accord avec elle, que des gens écrivent le discours présidentiel d'une manière dont on se demande si ils ne veulent pas qu'au sortir de chaque discours, les Camerounais s'en moquent un peu. Je suis désolé de dire ça comme cela. Moi, si j'étais speechwriter du président, je n'aurais pas dit ça comme ça. Parce que vous ne pouvez pas mélanger au lendemain d'une élection où il y a une polémique sur la qualité des candidatures qui a été mise en place, notamment le faible taux de jeunes qui ont été investis dans le principal parti, qui est le principal parti de ce président-là, parce qu'il est dans une coalition gouvernementale avec plein d'autres partis. Je ne parle pas des partis que vous appelez les partis participatifs. Je parle de la majorité présidentielle. Il y a l'UNDP, il y a le FNC, il y a plein de partis comme ça qui sont avec le RDPC dans le gouvernement. Donc, quand on voit le ratio des jeunes, c'est-à-dire des personnes ayant entre l'âge légal pour participer à une élection locale, je pense que c'est 21 ans, et 45 ans, le ratio est inférieur à 10%. Dans toutes les listes des partis gouvernementaux. Peut-être dans les partis d'opposition là, le MRC n'y était pas, peut-être le PCRN, le Manidem, le SDF, il y a eu quelques jeunes. Mais dans le parti au pouvoir, on ne voit pas. Comment fait-on? Et moi, je ne fais pas le débat qui veut que on fasse croire que on pense aux intérêts des jeunes en étant jeune. Non. Ce qu'on a inculqué aux jeunes Camerounais aujourd'hui, c'est que chacun doit prendre sa part. Et donc, du coup, même quand un jeune est en responsabilité, s'il n'a pas une éthique forte, s'il n'a pas de convictions personnelles en termes de l'intérêt public, de l'intérêt général, il va faire comme les vieux à qui nous faisons, en tout cas, à qui les plus jeunes que nous font des reproches. Moi, j'ai traversé toute la génération. Nous sommes les enfants de la génération. Je suis entré à l'université 4 ans après l'accession du président Biya au pouvoir. Donc, nous sommes sa génération. J'ai souvent envie de dire que ceux qui ne sont pas allés dans l'administration sont au bord de la route. Mais nous nous sommes battus pour survivre dans cet environnement-là
nous ne faisons pas d'illusions que la génération qui vient après nous, qui n'a aucun sens de la chose publique, aucun sens de la chose publique. Il voit ce qui se passe. Quand vous discutez avec des jeunes, ils vous disent, j'ai moyen de prendre ma part, je prends. Et une société est perdue quand le sens du bien public, le sens de l'intérêt général n'est plus le ferment du vivre ensemble ou de la vie en collectivité, en société. Et du coup, moi je reviens au débat, à une discussion qu'on a eue antérieurement. Quand on renvoie aux familles, les familles inculquent les notions de base du respect de l'aîné dans notre société africaine. Du respect d'autrui. Mais la question du rapport au bien collectif, c'est la puissance publique à travers les institutions qui sont l'école, qui sont les écoles, en parlant de primaire, qui sont les écoles qui inculquent ces valeurs-là. Est-ce que et l'exercice public des gens en responsabilité, c'est-à-dire la question de l'exemplarité. Quand les gens qui sont en responsabilité ne montrent pas suffisamment l'exemple de ce qu'il y a une manière de se retenir, quand on a en charge la gestion des biens et des intérêts collectifs, je suis désolé, on dira tout ce qu'on voudra, mais les jeunes gens qui sont le Cameroun de demain, comme on a tendance à le dire, auront l'impression que c'est ça qui sont les valeurs. Or, dans toutes les sociétés qui ont choisi de se construire comme État, le rôle de la puissance publique de l'État, c'est de réduire les tentatives individualistes de s'approprier les moyens collectifs. Et ce n'est pas le cas aujourd'hui au Cameroun. Christian Massoma, le chef de l'État, a également parlé des 500 000 emplois, en décriant le fait que notre économie ne créerait pas suffisamment d'emplois. À qui la faute? Mais quand vous êtes au gouvernement et que vous êtes le président de la République, je pense que c'est vous qui devez mettre en place les conditions structurelles pour que l'économie puisse décoller. Tout à l'heure, on a parlé de pays où les réformes qui ont été mises en place par les différents gouvernements ont permis de créer des emplois, ont permis de faire rebondir l'économie, autre chose. Quand vous regardez notre pays, avez-vous l'impression que on prend des mesures suffisantes pour stimuler notre économie? Et quelle est même l'économie qui va être performante avec une balance commerciale aussi déficitaire que la nôtre? Qu'est-ce que nous produisons? Qu'est-ce que nous vendons? Nous subissons tout parce que quand vous regardez le décalage entre les importations et les exportations au Cameroun, vous vous posez la question de savoir où va ce pays. Il a parlé de la stimulation de l'industrie. Il a parlé de l'agriculture qui devrait passer à je ne sais trop quelle génération. Ça fait combien d'années qu'on en parle? Qu'est-ce qui a été fait depuis? Quel est le rôle donc de ce gouvernement en matière d'orientation économique? C'est la question qu'il faut se poser. Les 500 000 emplois dont on parle, c'est quel emploi? Et quand il parle de l'économie moderne, est-ce que nous avons l'impression aujourd'hui qu'on a créé 500 000 emplois dans ce pays et que les jeunes continuent à errer dans nos rues et dans des débits de boissons à longueur de journée alors qu'ils ont été formés, ils sont diplômés? C'est vrai, on va repartir sur un autre axe qui a été l'adéquation entre la formation et l'emploi. Parce que pendant longtemps, on a formé des diplômés sans former des professionnels capables d'avoir des emplois. Il a mis sur pied son fameux ministère de la formation professionnelle. Mais depuis des années, nous continuons à attendre les effets concrets de la professionnalisation des enseignements. Et on ne pense pas que suffisamment de choses ont été faites dans ce domaine. Donc moi je pense que, comme l'ont dit mes deux co-panélistes, il faudrait qu'on évite de dire des choses qui vont même finalement plutôt heurter la sensibilité des Camerounais. Nous ne voyons rien. Quand une économie qui se veut résiliente crée 500 000 emplois, les effets sont directs. Tout le monde voit que exactement il y a eu de la création de l'emploi et qu'il y a un impact économique direct dans la vie de nos concitoyens. Quand il parle de la croissance économique, j'ai parlé tout à l'heure de l'inflation. Vous pensez que le panier de la ménagère au Cameroun a subi une évolution et que quand nos mamans ou nos épouses vont au marché, elles reviennent avec une meilleure appréciation de la situation économique de notre pays? Non, ce n'est pas le cas. Et je dis, il faut que nous soyons sérieux.
Et je l'ai dit tout à l'heure, je pense que ce pays va suffisamment mal, que ce soit sur le plan social, sur le plan économique, sur le plan démocratique. Et le président de la République, ce que nous attendons de lui, c'est qu'il prenne des véritables mesures pour impulser une nouvelle dynamique à ce pays. Et tant que ça ne sera pas fait et que nous continuerons à contourner les réalités, il a évoqué aussi, je vais chuter par là, le grand dialogue national. Tout le monde est unanime que c'était un dialogue pour rien. Il était censé résoudre le problème au nord-ouest, au sud-ouest. Moi, je repose la même question. Est-ce que nous avons l'impression aujourd'hui que, après le GDN, après le statut spécial qui a été accordé au NOZO, après la mise en œuvre de la décentralisation, il a dit que les tests ont été promulgués assez immédiatement, nous sommes en train d'aller vers la sortie de crise? Je ne le pense pas. On a l'impression peut-être que ça s'enlise. Non, c'est notre souhait. Vous savez, nous sommes, moi je le dis toujours, nous aimons beaucoup ce pays et nous sommes foncièrement attachés à la République. Et il faudrait... Non, c'est pas le pessimisme. Non, écoutez madame, il faut faire une différence. Madame Simon, il faut faire une différence entre la perception des faits et l'amour que nous pouvons avoir pour le pays. Personne ne veut voir que la situation continue à se détériorer dans le nord-ouest. Il y en a qui veulent voir parce qu'il y a des améliorations. Il y en a qui veulent, oui. Non. C'est des compatriotes, c'est des Camerounais qui en souffrent. Vous ne pouvez pas penser que nous allons être insensibles aux malheurs et aux problèmes. Madame Ekene, vous pensez vraiment que... Je pense que les dames sur le plateau... Voilà. Donc j'étais en train de dire que la résolution de ces conflits, Marianne, quand vous parlez, je ne vous interromps pas et je respecte votre parole. Donc je suis en train de dire que c'est une priorité absolue pour notre pays d'aboutir rapidement à cette sortie de crise. Et que les mesurettes, parce que pour moi ce ne sont pas des mesures concrètes, nous savons comment on peut faire pour résoudre un certain nombre de problèmes dans ce pays. Mais sauf que chaque fois nous sommes toujours dans la roublardise, dans la jonglerie et dans la tentative permanente d'entourloupe. Il faut que les Camerounais se parlent les yeux dans les yeux et qu'ils acceptent que tant que ça ne va pas, il faut penser les plaies. Si notre économie ne produit pas suffisamment d'emplois, parce que le chef de l'État semble rejeter la faute sur l'extérieur. Il y a une partie de l'extérieur qu'on peut interroger, parce que c'est un système. Le système fait que on ne veut pas que nos pays, je parle du Cameroun et des pays africains, puissent se développer. On ne veut pas que nos pays puissent se développer parce que ça permet d'avoir une mainmise sur nos économies. Donc il y a une partie de l'extérieur, mais la partie de l'extérieur est alimentée par ceux qui sont au pouvoir. Parce que si quelqu'un a une vision de ce pays, qui est le développement de ce pays, l'extérieur ne peut rien. Mais qu'on a en face des gens qui sont au pouvoir, qui sont des sous-fifs, des préfets de l'extérieur, c'est normal que l'extérieur dicte à nos pays, à notre pays, le Cameroun, et aux pays africains, la façon de fonctionner. La preuve, vous voyez bien que la majorité des leaders politiques vont chercher l'adoubement à l'extérieur. Ils ne font pas moins que ceux qui sont au pouvoir. Alors que c'est le peuple camerounais qui est souverain et qui doit parler de ce qu'ils veulent. Le peuple est le seul rempart pour un leader politique légitime. Ce n'est pas l'extérieur. On dit des gens disent on veut le changement. On ne veut pas faire comme le RDPC. Mais les leaders politiques font exactement ce que ceux qui sont au pouvoir, je peux... Mais madame, quand on leur empêche de faire des meetings au Cameroun... Non, je vous avais interrompu tout à l'heure. Vous ne pouvez pas nous reprocher d'aller à l'extérieur, alors que chaque fois qu'on a voulu créer un mouvement ou faire un mouvement, vous avez taxé le mouvement d'insurrection au Cameroun. Pour le bien de quoi? Pourquoi il m'interrompt? Pour le bien de qui? Pour tenir un simple meeting au Cameroun, vous êtes taxé d'insurrection. Docteur Simon, Alex Gustave, vas-y, Marianne Simon Nekana, encore la parole. Pourquoi il m'interrompt? Je dis bien, les leaders politiques vont chercher l'adoubement à l'extérieur. Je mets les meetings à côté. Je parlerai des meetings après. Non, je parlerai des meetings après. Je dis les leaders politiques, la plupart,
issus de ce système. Ces pays-là ont les ambassades ici, n'ont pas besoin d'aller à l'étranger pour ça. Si ce n'était que pour l'adoubement. Mais on le voit souvent. Si ce n'était que pour l'adoubement. Oui, mais pourquoi vous m'interrompez? Non, Marianne, tu le sais. Si moi je vais à l'ambassade, je suis un agent double. Tous les engagements que je prendrai. Quand on liquidait le Oumniobé, est-ce que les Français ont eu besoin que les gens viennent en France pour faire ça? C'est pas ici à Yaoundé. Il faut me laisser développer. Allez-y, moi je pense que arrêtez de jouer à ça. Il n'y a pas de baisser le niveau. Arrêtez de jouer à ça. Je connais les relations diplomatiques. Tous ces leaders ont besoin de mystifier les Camerounais qui sont ici à l'extérieur, qui sont à l'intérieur de ce pays, en faisant cette espèce d'adoubement, en se pavanant avec les gens de l'extérieur. La preuve, on fait des photos, on dit il est reçu par tel, par tel. C'est pas, pourquoi vous le faites? Vous savez bien que, bien sûr, il y a des missions diplomatiques ici qui sont plus au courant de ce qui se passe. Parce que dans les missions diplomatiques, c'est un nid d'espions. Ils sont là pour savoir. Mais c'est pour mystifier le Camerounais lambda, que pour avoir salué tel ou tel, on est un leader, on est reconnu par l'extérieur. Ne vous en faites pas. Ça ne touche que des niais ou des gens qui ne comprennent rien. Et nous sommes là pour leur dire que non. La légitimité, c'est ici au pays. C'est le peuple qui donne la légitimité à un leader politique. Mais quand on embrigade le peuple, quand on embrigade vous le peuple, l'embrigadez autant. Quand on embrigade le peuple, comment est-ce que la légitimité sortira de ce peuple? Je voudrais savoir. On peut le faire. Oui, mais je voudrais savoir si j'ai en face de moi deux personnes d'un même parti. J'aimerais savoir. Moi, je suis ne m'interrompez pas. Allez-y, Marianne. Parce que je parle des leaders politiques. Et tout de suite, vous me ramenez tous les deux. Parce qu'ils se comprennent, oui, parce qu'ils se comprennent. Non, vous avez parlé de peuple souverain. Je pense que dans ce pays, on ne laisse pas le peuple souverain s'exprimer. C'est ça, parce qu'on a embrigadé la souveraineté du peuple, c'est ce que je dis. Je suis en train de vous dire que vous l'embrigadez autant, parce que vous faites partie de ce système. Ce n'est pas nous qui dirigeons. Pourquoi? Nous ne dirigeons pas pour embrigader le peuple. Permettez qu'elle termine, permettez que Marianne Simon et Canel termine, messieurs. Allez-y, Marianne, terminez. Non, tout est croyable. Je dis vous embrigadez autant, vous laissez croire aux niais de ce peuple que parce qu'on a salué telle personne, parce qu'on a fait... Laissez-moi finir. Marianne. Mais justement, c'est pour ça c'est pour ça que vous n'arrivez pas à leur rassembler. Parce qu'ils ne sont pas niais, ils comprennent ça. Vous savez, en 92, John Foudi a fait la même chose. Si vous avez fait la même chose en faisant croire que Bill Clinton viendra l'installer à Itoudi, en faisant la vraie fausse poignée de main avec Bill Clinton. Jusqu'aujourd'hui, on attend les maris sataricons pour le conduire à Itoudi. Vous avez entendu aucun dirigeant américain ce que vous faites là, ce que certains leaders politiques font, il faut exactement la même chose que le RDPC. Puisqu'on dit que le RDPC ou le président camerounais, ce que je dis aussi, prend ses ordres de l'extérieur. Or, ces leaders se sont dit, si le plan de l'extérieur, il a fait 30 ans, donc on a aussi intérêt à faire comme... alors que le peuple doit avoir son mot. Merci Marianne Simon et Canel. Alors, si élection vous faites la même chose, vous embrigadez le peuple. Christian Massoma et Marianne Simon. Des niais. Merci. Même pire, hein. Merci. Non, pire, parce que ça devient violent. On va passer au deuxième sujet. Oui, ça commence à être très violent. Alors, élection législative et municipale du 9 février 2020. Que faut-il retenir après la phase de vote et résultats? C'est notre deuxième sujet cet après-midi. On va commencer par... Qui ont dit on boycotte, il y en a qui ont dit on s'en passe, il y en a qui ont dit ça n'aura pas lieu, ils étaient même très convaincus. 15, je crois le 16 aujourd'hui, on est tous d'accord ici que le 9 février il y a eu élection. Non, c'est vous qui êtes d'accord. Vous dites que nous sommes tous d'accord comme on est tous d'accord ici qu'on est convaincus tous que le 9 février il y a eu élection. Maintenant, tout ce qui va tourner autour, c'est autre chose. Mais la politique de la chaise vide ne paye pas. Allez, Gustave Asdebazé, comment est-ce que vous avez justement apprécié le déroulé de ce scrutin? Est-ce que vous étiez sur le terrain le 9 février? Il va de soi que je
Je ne peux pas ne pas être sur le terrain. Ah, donc il y a une élection. Mais madame, il est journaliste. Même quand on interdit les manifestations, moi je vais couvrir. Oui, c'est déjà bon. Même quand non, madame. Non, il est journaliste, donc madame, c'est normal. Ça me rassure, ça me rassure. Madame, pour l'instant, comment je le dis, l'espace d'exercice principal de mon métier, ça reste le Cameroun. Ça me rassure. Je dis l'espace d'exercice de mon principal. J'ai dit principal. Voilà. Pour dire que je l'exerce ailleurs aussi. Alors comment est-ce que ça s'est déroulé justement, votre regard? Moi, l'élection, pour ce que j'ai vu, et j'ai couvert cette élection dans le département du Vouri. Et généralement, pour moi, c'est une zone test, le département du Vouri au Cameroun. Parce que 5 des 6 communes du Vouri sont où la possibilité de confronter un certain niveau d'information est réelle. Si je considère le Vouri comme un cliché de l'espace réel, oui, où des élections à peu près acceptables peuvent avoir lieu au Cameroun, j'estime que les Camerounais ont largement ne se sont pas mobilisés pour cette élection dans le Vouri. Moi, j'ai voté, mon bureau de vote, le bureau où je suis censé voter, c'est au lycée de Makepe, le centre de vote de Makepe. Je suis allé dans ce bureau de vote-là à 10h le 9. J'ai passé 20 minutes. Je n'ai pas vu un électeur pendant 20 minutes passées dans mon bureau, le bureau A. Le bureau A, le premier bureau de centre de vote là. Il y en a 17 là-bas, je crois. Moi, je pensais que c'était parce que les gens étaient allés à l'église. Apparemment, les Camerounais sont devenus très pieux, ils vont trop à l'église. Et je suis revenu dans ce bureau à 16h, où ceux qui vont à la pêche le matin reviennent dans l'après-midi pour exercer leur devoir citoyen. Non, leur droit citoyen. C'est pas un devoir, c'est un droit. Le droit citoyen. C'est un droit citoyen. J'entends dire c'est un devoir. Si c'était un devoir, il y aurait une obligation, une sanction. Oui, il n'y a pas de sanction quand on ne vote pas. Oui. Ceux qui sont... Je pensais qu'à 16h, il y aurait énormément de monde pour le faire. Entre 16h et le dépouillement auquel j'ai assisté, je constatais que l'affluence n'était pas plus importante. De toutes les façons, à la fin de la journée, quand on a fini de dépouiller, le taux de participation dans ce bureau de vote-là était de 22%. Quand vous avez vécu cela, et vous avez fait le tour des 17 autres bureaux, des 16 autres bureaux de vote, où le taux, il y a même un bureau de vote où il y a eu 12% de votants. Le bureau, je crois, le bureau H. Vous savez qu'en ce moment-là, il y a une guerre de chiffres dans la presse sur le taux de participation. Non, je parle d'un centre de vote à Douala. Maintenant, moi j'aime bien les choses où on oppose aux chiffres dans les localités où on peut confronter les figos, les données. Au village où vous voyez des gens assis en groupe, en bande, en train de bourrer des urnes. Et on vient opposer ça aux gens qui observent les élections. C'est pas nouveau. C'est pas nouveau, Marianne. Ça s'est toujours sans doute passé comme cela. Et il est important que pour justement que la souveraineté qui appartient au peuple ait un sens un jour, qu'on fasse en sorte que chaque individu, chaque citoyen camerounais qui s'inscrit et qui vote, qu'il n'ait qu'une voix qui compte et qu'il soit sûr que c'est seulement sa voix qui va compter et il n'y aura pas d'autres moyens pour imposer des résultats qui ne sont pas ceux. Donc, in fine, moi je conclus, pour ce que j'ai observé, que l'élection du 9 octobre, du 9 février, pardon, du 9 février, il y a une semaine, était une élection pas du tout entraînante. Est-ce parce qu'il y avait un appel au boycott d'un certain nombre d'acteurs? Je ne me prononce pas sur cette question-là, mais le fait est là, les Camerounais, contrairement à l'élection présidentielle et contrairement à l'élection de 2013, où le taux de participation officiellement déclaré était de 70%, on a là, et dans le Vouri, le taux de participation allait tourner autour de 50% le 30 septembre 2013. En 2013. Quand on voit la décote, la décrue, on se dit qu'il y a quelque chose,
Si ce n'est pas un message que les gouvernants doivent décrypter, bon, considérons que la souveraineté du peuple n'a pas de sens. Vous étiez dans le Mongo? J'étais dans le Mongo. Candidate? Candidate. Oui. Comment est-ce que l'élection s'est déroulée de ce côté-là? Dans le Mongo, l'élection s'est déroulée comme toutes les élections au Cameroun. Il y a une faible participation parce que le problème de l'abstention est un problème structurel dans pratiquement beaucoup de pays, dû au fait de la désaffection du peuple par rapport à ceux qui nous gouvernent. Que ce soit en France ou ailleurs, il y a tout ce problème d'abstention. Ajoutez à cela l'appel au boycott qui a renforcé cet état d'abstention. Donc l'appel au boycott a eu un effet, il faut le dire, il ne faut pas se le cacher, ajouté à l'abstention qui est endémique vraiment ici au Cameroun. Parce qu'on est quand même en face d'un régime à structure de parti unique. Où vous votez, vous ne votez pas. Vous votez, vous ne votez pas. On va gouverner, peu importe. Et la population et le peuple le sait. Donc il y a quand même une désaffection. On se dit on va voter pourquoi? C'est toujours les mêmes qui vont passer. Il y a eu un boycott communautaire, je le dis. Il y a un vote communautaire et un boycott communautaire. C'est ce que nous avons constaté. Les gens ont voté en fonction de la personnalité qui était tête de liste ou qui devait occuper la liste. Si c'était une personnalité proche de mon village, voilà, je vais y aller. Si c'est quelqu'un que je ne connais pas, je fais le boycott. Et quand j'entends Alex Gustave parler de en 77, c'était 70%, c'est toujours les chiffres de ces gens-là. Donc rien ne dit que c'était exactement ça. Donc, au-delà de la bataille des chiffres, on parle de ce qu'on a observé. Il y a une désaffection. Et il appartient au parti RDPC de prendre ça en compte, de réaliser que vraiment la RDPC ou bien l'État du Cameroun? Ils sont confondus. Ils sont confondus. Puisque il y a souvent des déclarations, ils font des notes d'information où on ne sait plus si c'est le RDPC qui a communiqué, où on ne sait plus on a vu le secrétaire général de la présidence écrit au nom du RDPC. Oui, voilà. Donc on le sait. Moi, je dis le RDPC. Il appartient aussi aux partis d'opposition de comprendre que la population en a marre, demande autre chose, c'est-à-dire leur demande de mettre hors d'état de nuit, pas tuer, je dis entre guillemets, mettre hors d'état de nuit ce système. Je dis ce système, parce que c'est pas la peine de remplacer Pierre par Paul. On ne veut le système, la population ne veut plus de clonage, c'est-à-dire remplacer Paul par Jean ou par Maurice ou par quelque chose. Donc, les partis d'opposition... On ne peut pas vous empêcher de citer Maurice. Jean. J'ai cité Jean. Ok, oui, c'est bon, j'ai compris. Christian Massoba, sur le terrain. J'ai l'impression que vous avez... Rien du tout, Marielle, pas du tout. Non, parce qu'elle n'a pas... Oui, mais j'ai dit qu'elle ne peut pas s'empêcher de citer Maurice. Je pense pas. Ne prenez pas tout au premier degré, Madame Simon. Quand je le dis, je ne le dis pas. Moi, c'est l'interruption. C'est ça qui me gêne. Oui, parce que... Alors, Christian Massoba. Christian Massoba, sur le terrain. C'était à la fin, elle m'avait déjà... Christian Massoba, sur le terrain, nos équipes sont tombées justement sur des militants du MRC qui allaient dans les bureaux de vote se réjouir du faible taux, de ce qu'ils ont appelé le faible taux de participation. Était-ce le cas pour vous également? Qu'est-ce que vous avez fait le 9 février? Je suis resté chez moi. C'était ma façon à moi de répondre au mot d'ordre du boycott qui a été lancé par ma formation politique. Donc je suis resté chez moi, je me suis occupé un tout petit peu à faire un certain nombre de choses. Mais par contre, j'ai analysé les données qui... Oui, c'est normal. Je suis un acteur politique. Et les données qui ont été issues de ces élections... Les données, je les ai eues. Aujourd'hui, écoutez, madame, je pense que nous sommes en 2020. Oui. Vous n'avez pas besoin d'être présent physiquement sur le terrain pour avoir les données. Tout le monde a les données en temps réel, que ce soit à partir des téléphones ou autre chose, de la presse ou autre chose. Et moi, je m'enquière de tout ce qui se passe sur le terrain. Donc les données que j'ai analysées, m'ont conforté sur le fait que le grand gagnant de cette élection, ça a été l'abstention.
Et moi, je ne vais pas nuancer comme Marianne. L'abstention a été due à l'appel au boycott du MRC. Ce n'est pas les abstentions endémiques qui sont issues de la désaffection des populations ou autre chose. Les Camerounais ont suivi notre mot d'ordre. Ils ont décidé de ne pas aller aux élections. Est-ce que les Camerounais ont cette décision par de là? Oui. Quand on regarde, quand vous comparez même les chiffres de 2013 et de 2020, vous voyez quand même que il a parlé de décrue. Vous voyez la différence qui est même en 2018 aux élections présidentielles. Vous voyez, en 2018, nous on a été sur le terrain. On a vu par exemple à Bonabéry. Moi, je suis de la circonscription de Bonabéry. J'ai fait le tour en 2018 et les taux oscillaient entre 60 et 70% aux élections présidentielles. Et aujourd'hui, non, je parle les taux officiels oscillaient autour de 60-70%. Mais aujourd'hui, mais Marianne, vous veniez de vous plaindre du fait que je vous interrompais. Mais vous passez tout ça maintenant. Je vous rends la monnaie. Ah, ok. Bon, maintenant que vous avez rendu la monnaie, nous pouvons continuer le débat. Alors, Léla, je suis en train de dire que le simulacre de scrutin auquel on a assisté, c'est-à-dire ce théâtre électoral, ne pouvait pas attirer les Camerounais. Tout simplement pourquoi? Tout le monde a parlé ici du sentiment que les Camerounais ont de voir que leur vote ne compte généralement pas. Et c'est pour ça que depuis, et là je pense que Marianne ne va pas me contredire pour une fois, nous appelons tous à la réforme consensuelle du code électoral. Parce que tant que nous n'aurons pas une organisation qui nous permet d'avoir des élections... Je ne veux pas vous couper, mais on a des chiffres de 2018, 6 millions d'inscrits, 3 millions de votants uniquement. Oui, mais moi je parlais d'une circonscription en particulier. Je n'ai pas parlé des chiffres sur le plan national. Est-ce que les Camerounais ont la culture du vote? Mais quand vous avez 6 millions, vous êtes à 50% à 3 millions. 6 millions d'inscrits, 3 millions de votants. Vous êtes déjà à 50% du taux d'inscrits, ce qui est déjà respectable. Ça n'a rien à voir avec les 12%, 10% et 15% dont on parle pour les élections municipales et législatives. Non, je parle de la tendance générale. Donc, nous sommes en train de dire ceci. Il faut être aveugle pour ne pas avoir constaté que l'engouement autour de ces élections a été extrêmement faible. Tous les acteurs sérieux... Le MRC s'attribue totalement ce mérite. On ne s'attribue pas totalement le mérite. On dit que les Camerounais ont été sensibles à notre appel au boycott et qui avaient des motivations suffisamment claires pour les intérêts des Camerounais. Nous ne voulons pas continuer à avoir des simulacres d'élections dans ce pays. Il faudrait qu'un jour, on ait des élections sincères, qu'on ait des élections qui reflètent la volonté des Camerounais. On ne peut pas toujours penser qu'on va inhiber nos cerveaux et que nous allons nous comporter comme des séniles qui sont obligés de suivre une voie qui ne nous garantit ni la possibilité d'avoir une alternance pacifique à travers les unes, ni la possibilité d'avoir des gouvernants qui sont légitimes. Et c'est ça la bataille. La bataille, ce n'est pas Massoma qui sera élu, Marianne ou autre chose. La bataille, c'est d'avoir un système suffisamment clair pour tous les acteurs et qui garantirait une certaine sincérité au niveau des résultats. C'est de ça qu'il est question. Oui, moi je veux dire vraiment, sincèrement, elle est là. Je crois que le compagnie du MRC se serait exclu de ce débat. Vraiment, c'est important. Permettez. Il se serait exclu. Je suis très sérieuse là-dessus. Il se serait exclu de ce débat. Parce qu'on parle d'une situation qui a délibérément décidé de ne pas participer. Alors pourquoi réfléchir là-dessus? Je crois qu'il revient à nous parce qu'à chaque fois... Vous m'enlevez ma citoyenneté? Oh ben non, voilà justement. Et c'est ce terme-là, c'est le concept-là que je voulais qu'on y arrive. Il parle d'un Cameroun, voilà, d'un Camerounais citoyen. Mais si on est citoyen, on a des droits et des devoirs. Oui. On a des droits et des devoirs. Mais si à un moment... on décide délibérément de... Mais c'est un droit qu'on exerce à ce moment-là. C'est un droit. On a le droit. C'est un droit, c'est pas un devoir. Je crois qu'il y a problème. Non, il n'y a pas de problème. C'est vous qui ne comprenez pas. Non. On a le droit d'aller voter ou de ne pas aller voter. Permettez. Non, c'est un choix. Là n'est même pas le problème. Le problème n'est pas que vous ne soyez pas allé voter, c'est pas ça le problème. Mais c'est que non seulement vous ne vouliez pas aller voter, vous vouliez porter avec vous tous les Camerounais qu'ils se comportent comme vous. C'est un choix politique. C'est un choix politique. Permettez que je termine. Pourquoi vous prenez la défense? Non, ça c'est le débat. C'est pas la défense. J'ai pas besoin que monsieur Azabazan prenne ma défense. Moi j'ai participé à des forums. Mais c'est un choix politique. Permettons, justement, ça n'a rien à voir. Moi j'ai même vu des gens sortir des dispositions du code pénal pour dire que quelqu'un qui fait campagne pour le boycott
peut être, je sais pas quoi, emprisonné. Alors que c'est un choix politique. Il y a beaucoup permettez. Mais est-ce qu'il y a une disposition qui existe ou pas? Il y a beaucoup d'incompréhension, je crois, dans ce mouvement. Cette disposition. Elle s'exerce dans des cadres précis. Oui, mais elle existe dans le code pénal. Alex Gustave, docteur Simon. Je veux dire, il y a beaucoup d'incompréhension dans ce mouvement. Il faudrait justement qu'on soit très clair là-dessus et qu'on se comprenne. Il y a beaucoup d'incompréhension dans ce mouvement. Je peux ne pas, je décide délibérément de ne pas m'impliquer dans une action. Je vous rassure, ça m'importerait peu. Maintenant, nous sommes en train de justifier ce taux d'abstention. Moi, j'ai peut-être épousé son point de vue lorsqu'elle parlait de l'attachement. Et c'est un détail à ne pas négliger. L'attachement et la culture politique, même au Cameroun, reconnaissant que nos jeunes ont commencé à se retirer de la chose politique. C'est même de ça qu'il était question, même dans le discours du chef de l'État. Les jeunes ont commencé à te retirer de la chose politique. Maintenant, on est en train de les remettre dans l'action en les impliquant dans la gouvernance locale. Ça, il faut le reconnaître. Mais en plus de ces éléments de l'affection, du problème d'affection, on ne va pas oublier, je vous en prie, on ne va pas mettre en cause ou alors renier la solidarité que certaines personnes ont voulu démontrer avec les populations du Nozo, qui ont également impacté sur le processus, sur le taux très élevé d'abstention. Ça, on ne va pas le nier. Il y a également cet élément de solidarité. Nos frères ne peuvent pas voter, alors pourquoi nous on ira voter? On va rester chez nous. Voilà des éléments que je peux avaler. Avant Marianne, voilà une petite question. Est-ce que l'absence du MRC, ça vous a servi au RDPC? Naturellement pas. D'ailleurs, et à personne même d'ailleurs. À personne. Il s'est retiré et les acteurs se sont menés dans l'action et ont fait ce qu'ils pouvaient faire. Lorsqu'il parle du boycott... Ça ne vous a pas rendu les choses un peu plus faciles? Pas du tout. Mais qu'est-ce qui a été facile? Puisque la campagne a été faite par tout le monde, qu'est-ce qui a été facile? Tout le monde s'est amouillé le maillot. Tout le monde s'est battu comme il pouvait le faire pour obtenir ce qu'il a pu obtenir aujourd'hui. La campagne était pour ou contre le boycott. Ce n'était même pas sur les projets que les gens vont mettre en œuvre. Allez-y, Marianne. Moi, j'ai entendu parler du programme de Marianne après le scrutin, quand, reconnaissant les résultats en critiquant quand même un certain nombre de pratiques qu'elle a vécues sur le terrain, elle a promis que je crois les partisans, ces partisans qui sont dans le conseil, et devront en mettre en œuvre. Allez-y, si Marianne. Ces gens-là vous donnent la place. Marianne, vous voulez la parole. Pendant la campagne, je n'ai pas beaucoup entendu. Mais ça, ce n'est pas de notre faute. Parce qu'il y avait deux personnes qui se battaient. Il y avait deux personnes qui se battaient. Les gens d'un même système se battaient pour leur petit pain. Mais ce que moi je veux dire, c'est... Il m'a fait le film. Moi je dis vraiment, M. Massouma, il faut arrêter le tcha-tcha, merengue. Et vous le dansez même pas bien. Vous ne le dansez pas bien. Vous ne le dansez pas bien. On ne peut pas dire aujourd'hui... On ne peut pas dire aujourd'hui, on va au vote, et le lendemain, on n'y va plus. Et on veut savoir comment ça s'est passé. Il faut arrêter ce tcha-tcha merengue. Il faut l'arrêter. Ou vous apprenez à le danser. En 2018, est-ce que les conditions du code électoral avaient changé? Vous y êtes allé. Oui, il n'y avait pas de crise dans le Nozo. Vous voulez que je vous réponde? Je finis. Vous y êtes allé. Votre leader, en 2004, il y a eu bien une élection présidentielle avec le même code, encore pire, parce qu'il s'est amélioré après, un tout petit peu. Et suite à cette élection présidentielle où M. Biya a été élu, votre leader est bien entré dans un gouvernement qui a élu frauduleusement M. Biya. Il y est entré. Il n'a pas dit je n'entre pas dans ce gouvernement puisque les élections étaient frauduleuses et truquées. Il y est entré. Le MRC existait déjà en 2004. Je dis votre leader, j'ai dit votre leader. Je dis bien votre leader. Mais il est impliqué dans l'action. Bien sûr, oui. Et votre leader. Donc ça veut dire, je vais donner les dates. Non, le MRC existe depuis 2012. J'ai dit, est-ce que j'ai pas dit? J'ai dit votre leader. Il vaut mieux dire M. Kamto. Parce que quand vous dites le leader, lui, il est militant du MRC, pas militant de Kamto. Il connaît son leader. Il est militant du MRC, donc son leader c'est Kamto. Donc il est entré dans un gouvernement. J'en suis particulièrement fier. Oui, non, je dis pas non, vous êtes heureusement fort. Voilà. Il est entré dans un gouvernement issu d'une élection frauduleuse, truquée. À moins de me dire qu'en 2004, les élections étaient transparentes, libres et démocratiques. Dans ce cas, je dis ok, il change d'avis en 2018. En 2018, la même configuration se présente et les Camerounais a même évolué. Parce que ça a un peu évolué. Et il part aux élections. Les Camerounais ne peuvent plus proclamer des tendances à évoluer.
Il est allé aux élections. Il est allé aux élections. Ne m'interrompez pas. Je connais un peu votre système. Laissez-moi finir. Il est allé aux élections. Sorti de là, il dit il décide qu'il est président élu d'une élection truquée. L'élection était frauduleuse. Mais il peut quand même savoir que c'est lui qui l'a gagné. Sur la base de ses chiffres. Sur la base de ses chiffres. Pas sur la base des chiffres de... Laissez-moi finir. Pourquoi vous m'interrompez? Non, je rappelle les faits. Sur la base de ces chiffres qu'on attend toujours. Et en février, il dit on ne va pas aux élections parce que les gens du Nozo sont encore en guerre. On ne va pas aux élections parce qu'il n'y a pas un consensus sur le code électoral. Je ne vais pas aux élections parce que les mêmes choses qu'ils l'ont amené en 2018. Il faut arrêter. Ça, c'est le problème des raccourcis. Vous savez, le boycott d'une élection, c'est quelque chose qu'on prépare. Et aller aux élections, c'est vraiment préparé. Donc, pour radicaliser une population de Camerounais en leur montrant que ce système électoral n'est pas bon, c'est justement en allant à ces élections. En allant pour leur montrer la caducité de ces élections. Pas en leur demandant de boycotter parce que ça nous arrange, parce qu'on a peur. Merci Maria Simon. Christian Massouma, si tant est-il donc le tcha merengue, il faut apprendre à le danser, mais ne pas le danser comme la rumba. Si tant est-il que justement les Camerounais, à travers cette abstention, auraient une nouvelle fois légitimé Maurice Kamto, quelles sont les conséquences qu'on en tire? What next? Avant de répondre à votre question, je vais quand même me permettre de me féliciter de la chute de Marianne. Quand elle a dit que... Non, pas le tcha merengue, je ne vais pas revenir sur les anecdotes liées au tcha merengue, ça ne m'intéresse pas beaucoup. Je veux que nous puissions éclairer la lanterne des Camerounais. Oui. Quand elle dit de manière claire que la meilleure façon de prouver la caducité d'un système, c'est d'aller aux élections. Et c'est ce que nous avons fait en 2018. C'est-à-dire, si elle-même, elle est cohérente avec ce qu'elle dit, en allant aux élections en 2018, nous avons prouvé aux Camerounais que ce système ne pourra plus jamais garantir une élection juste et transparente. Et ça nous a donné, laissez-moi finir. Et ça a donné à notre mouvement une base qui nous permet aujourd'hui de pouvoir porter les revendications légitimes que nous, le MRC et peut-être d'autres partis d'opposition qui s'intéressent au fait que nous ayons un système équitable, que nous puissions le porter là où nous sommes en train de le porter aujourd'hui. Donc aller aux élections en 2018 était une bonne chose, un choix politique important pour le MRC. Et même pourquoi? Moi je n'aime pas ces amalgames et ces mélanges. La circonscription électorale pour une élection présidentielle, c'est une circonscription unique. Donc c'est une élection qui est différente d'une élection à circonscription multiple, telle que les élections législatives et municipales. Donc quand vous allez aux élections présidentielles, que la fraude ait eu lieu au nord-ouest, au sud-ouest ou autre chose, on va comptabiliser les votes et l'élection sera validée par le Conseil constitutionnel. Mais quand vous avez une circonscription qui se limite peut-être à Bonaberi, à Manouka et autre chose, ça n'a pas forcément la même portée parce qu'il faut que les gens de cette circonscription sur le plan local puissent se mobiliser pour aller voter pour que le vote puisse véritablement compter. Donc il y a déjà cette différence. Mais je dis, le SDF en 92, laissez-moi, Marianne, vous avez... Mais vous parlez de vos élus. Laissez-moi finir. En 2018. Et en 92... Après le dernier contentieux post-électoral de John Fronde qui avait permis au SDF de mener la bataille jusqu'à un certain moment, il n'y a pas eu une occasion véritable pour qu'un parti politique puisse avoir la responsabilité de mener le combat politique pour l'avènement d'une société plus juste au Cameroun. Aujourd'hui, le MRC a eu cette opportunité et ce pouvoir à travers l'élection présidentielle. Non, laissez-moi, vous avez posé une question. Je voulais juste faire le raccourci avant de répondre à votre propre question. Donc, pour répondre à la question... Qui était ce qui est important, à moins que les gouvernants se voilent les yeux. Je pense qu'aujourd'hui, il faut tirer les conséquences de ce qui s'est passé. La première des conséquences, ce serait qu'il faut négocier avec toutes les composantes et les forces politiques de notre pays si nous voulons aboutir à une décrispation de la situation politique. Et je pense que c'est de l'intérêt de notre pays de pouvoir aboutir à une situation où les Camerounais peuvent avoir un peu de sérénité par rapport à leur avenir politique et même leur avenir social. Pourquoi je le dis? Nous avons une crise qui
comme je le disais tout à l'heure, continue à sévir au nord-ouest ou au sud-ouest, où le sang des Camerounais continue à couler. Vous demandez à l'armée de quitter le nord. Personne n'a demandé à l'armée de quitter le nord. Laissez-moi finir, vraiment. Pourquoi l'armée va rentrer dans des casernes? Laissez-moi finir, Marianne. Laissez-moi finir. Vous avez vu dans quel pays l'armée repliée devant les terroristes? Madame, si nous maintenant... Oui, Christian Massouma, vous terminez. Nous parlons des Camerounais. Que vous puissiez, c'est des Camerounais dont nous sommes en train de parler. Vous avez dit tout à l'heure que vous débattiez du Cameroun. Et moi, je parle au Cameroun. Et je parle de l'intérêt du Cameroun. Je ne parle pas des intérêts personnels et des intérêts clivants. Tout le monde sait que dans ce pays aujourd'hui, pour qu'il y ait un semblant de paix et un semblant d'espoir, il faut que les Camerounais, les vrais Camerounais, quand je dis les vrais Camerounais, c'est-à-dire représentatifs des aspirations des Camerounais, puissent se retrouver autour d'une table et essayer de discuter de l'avenir de ce pays. Si le gouvernement continue à faire la sourde oreille à notre appel au dialogue, ça veut dire que, comme d'habitude, on nous prend avec condescendance et mépris et nous continuons à vivre la situation qui est la nôtre et les blocages systémiques liés à la mauvaise organisation des élections et à l'absence d'action gouvernementale pour la résolution des conflits. Allez, deux questions. Première, à qui est-ce que cette abstention finalement a profité? Deuxième question, est-ce qu'elle est de nature à entacher la légitimité des élus? Sinon, à quoi ça aurait servi finalement? Si je n'avais pas lu un peu l'histoire du Cameroun, j'aurais dit que ça n'a aucun impact. Mais je constate que notre pays est dans la situation où nous sommes parce que dans les années 55 à 60, on a, en bricolant des élections pour imposer des gens qui n'avaient pas du tout, qui ne s'étaient jamais engagés pour l'autonomie véritable du Cameroun, mis en place des institutions qui encadrent les Camerounais dans cette affaire où le peuple n'est jamais souverain. Quand j'ai fini de dire ceci, de faire ce parallèle avec l'histoire indépendante, de la lutte pour l'indépendance de notre pays, je constate que si on continue à penser que ce système peut par lui-même se faire harakiri, sans que les acteurs politiques, mais sociaux aussi, pas seulement les acteurs politiques, nationaux, posent des actes qui ne répondent pas simplement au calcul à la petite semaine, mais des actes qui fondamentalement peuvent amener ou doivent amener les dirigeants camerounais, même si on dit qu'ils n'écoutent pas, qu'ils ne font que ce qui les intéresse, mais il arrivera un moment, moi j'en ai la conviction en tant que Camerounais qui voit comment ça se passe ailleurs, qu'il arrivera un moment où, dos au mur, parce qu'on n'aura plus les ressources qui permettent aux individus qui ont en charge la responsabilité publique de continuer à mener leur train comme la caravane, le chien à bois, la caravane passe. Non, à un moment donné, ils vont s'arrêter et dire, non, entre nous là, quel est le problème? Pourquoi est-ce que nous ne pouvons pas nous entendre sur un minimum commun qui peut structurer la construction de notre pays? Parce qu'in fine, c'est ce que les indépendantistes, dont certains des amis de Marianne se revendiquent héritiers, j'ai dit certains de tes amis, parce qu'il y en a d'autres qui disent qu'ils sont des spécistes historiques. Non, je parle des amis idéologiques, je ne parle pas des amis. C'est ce conflit-là, c'est l'appel contentieux historique qui n'est pas réglé. Et il me semble que on ne peut pas continuer à revendiquer une sorte de, par les mots, une autonomie vis-à-vis de l'Occident et particulièrement de la France, tout en menant le même type de politique que la France a mené pour exclure les Camerounais de la décision de leur destin. Parce que c'est ce que le Cameroun fait. Quand vous voyez le gouvernement à chaque élection mobiliser les institutions administratives, judiciaires et militaires pour, volontairement ou involontairement, protéger les réseaux de fraude. Je dis même protéger. Et je parle avec gravité. Même si certains vont me dire, non, en tant que journaliste, je ne peux pas parler comme ça. Mais je suis un journaliste qui a quand même 25 ans de couverture des élections. Et je fais le journalisme politique. Quand vous allez couvrir des élections, vous voyez des acteurs, des candidats qui se plaignent de ce qu'on voit des gens en train de bourrer. Ils disent que, mais arrêtez les gens là pour envoyer chez le procureur. C'est eux qu'on arrête.
C'est-à-dire que c'est eux les candidats qu'on arrête, les candidats de l'opposition. Il y a quand même quelque chose qui ne va pas. Et on ne peut pas continuer comme cela. Pourquoi c'est possible que cela existe? C'est pour ça que moi, je partage, maintenant, en tant que citoyen, le combat de ceux qui disent qu'il faut réformer le système électoral. Je ne dis pas seulement le code électoral. Je ne dis pas seulement le code électoral. Parce que le code électoral, à lui seul, ne peut pas régler le problème de la dévolution du pouvoir dans ce pays. C'est l'ensemble du système électoral qui comprend, outre les institutions électorales, mais les autres institutions administratives qui se croient obligées, en tout cas qui ont été dressées pour défendre un parti, le parti au pouvoir. Attendez, une question avant le docteur Simo, une question rapide à Christian Massouma. La même question que j'ai posée à Alex Gustave Azebazé. À qui a profité cette abstention? L'abstention a profité au peuple camerounais. Je vais vous répondre comme ça, c'est pas de la démagogie. On a eu des partis politiques. Au-delà des considérations partisanes. Oui, je pense que... On a eu des partis politiques qui étaient engagés, le RDPC, le PCRL, l'UNP. Bon, je vais répondre. Tu voulais me demander par rapport au siège, au nombre de sièges. Pour moi, c'est pas important. Non, écoutez, pour moi, le nombre de sièges aujourd'hui, il faut le dire de manière claire, sans embâche. Le RDPC a certainement glané un certain nombre de sièges qui auraient, dans le cadre d'une élection normale, qui serait rentré dans l'escarcelle du MS. Donc le RDPC, comme toujours, est le grand gagnant de son... Si nous étions allés aux élections dans certaines circonscriptions, moi je le dis sans embâche, si nous étions allés aux élections, le RDPC n'aurait pas eu un seul siège dans le Vouri, le RDPC n'aurait pas eu un seul conseiller municipal dans le Vouri. C'est-à-dire, on n'a pas besoin de se cacher pour le dire. Mais nous avons pris une décision de ne pas y aller. Donc ils ont largement profité parce que c'est leur système. Et ce système-là leur permet de pouvoir fonctionner et de distribuer aussi. Vous savez, Alex disait tout à l'heure que un parti décide de ne pas aller aux élections et toute la campagne électorale est axée sur le boycott et non sur les contenus et les programmes. Et in fine, le RDPC, c'est-à-dire le Grand Manitou, s'arroge les... Est-ce que Maurice Kamto, finalement, n'a pas servi les intérêts de Paul Biya? Non, pas du tout. Non, du tout. Puisque vous le dites vous-même. Je ne sais pas ce que j'ai dit. Ça veut dire... Si le MRC avait conclu... Vous ne m'avez pas suivi, c'est ce que je... Ça aurait empêché le RDPC d'avoir la majorité. Non, écoutez, ce que je suis en train de dire... Non, il faut pas non plus. Alex, il faut vraiment nuancer la portée de mon propos. J'ai dit si nous étions allés aux élections, il y a des circonscriptions où le RDPC n'aurait pas existé. Mais ça ne nous aurait servi à rien in fine, tout simplement parce que vous ne pouvez introduire aucune réforme à l'Assemblée nationale lorsque vous n'avez pas la majorité des élus à l'Assemblée nationale. Vous ne pouvez modifier aucune loi si vous n'avez pas 90 députés plus 1. Et aujourd'hui, contrairement aux partis politiques qui se contentent de participer, nous sommes un parti qui ambitionne à gouverner ce pays et à le faire à travers l'organisation des élections justes et transparentes dans lesquelles, si toutes les conditions sont réunies, nous serons largement gagnants. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Donc dans ce système, le RDPC ait profité de son propre système, ça les engage. Moi, on n'a pas de problème à ne pas être allé dans cette élection. Non, pas encore. Docteur Simo, plusieurs organismes comme l'Union africaine ont proposé justement que le code électoral, Alex Gustave Azebazé à l'instant, et même que le système électoral soit revu. Partant de ce que tous ces acteurs ont constaté, la faible mobilisation finalement des électeurs. Pensez-vous qu'une telle révision peut ramener les Camerounais aux urnes? Je suis parfaitement d'accord. Permettez, non, c'est pas une question d'intérêt. Voilà les propos que j'aime pas bien. C'est une question d'intérêt. Quand tu dis ça intéresse pour les DPC, c'est pas ça, c'est pas ça que les questions. Mais je dis une telle révision, vous pensez qu'une telle révision, partant de l'abstention endémique dont parlait Marie, le véritable problème, c'est que la révision soit faite, parce que moi j'ai analysé l'abstention par la non-motivation des uns et des autres. Pourquoi? Le problème, c'est la non-motivation des uns et des autres. Parce qu'on a perdu la culture de la politique. Pourquoi ils ont perdu la culture? Donc on ne peut pas se réduire, on ne peut pas se résumer au niveau du code électoral. Tout le monde est d'accord. Pourquoi les Camerounais ont perdu le goût de la chose politique? Voilà.
autant de questions, les véritables questions qu'il faut se poser. Mais je dis, permettez, on a perdu le goût à la politique, les Camerounais ont perdu cette envie de politique, peut-être parce que les dirigeants ou alors les dirigeants des partis politiques, ben oui, parce qu'on va observer, permettez, observons un peu le comportement avec ce qui s'est passé avec le PCM, avec le parti de Cabral. Ça, il faut le dire. Permettez qu'on l'observe et qu'on le décrive. Voilà un jeune qui, nouvellement, permettez, je vous en prie, si on fait mais qui réussit quand même à enrager une partie de population, ça veut dire qu'il a trouvé un élément qui amène les uns et les autres à le suivre. Et je crois que c'est ce que les autres partis d'opposition devraient développer à chaque fois. Parce que la force, permettez, parce que la force qu'a le RDPC, ça tout le monde le sait, en fait, c'est qu'elle a une base. Le problème n'est pas le système électoral, mais les dirigeants des partis politiques qui n'arrivent pas à convaincre la population pour épouser, pour asseoir, pour suivre leur projet. C'est ça qui est question. C'est ça qu'il est question. Ce qui est incroyable, c'est que personne, vous devez remarquer que le taux, le pourcentage du RDPC est inversement proportionnel à la désaffection de ce parti. Et c'est ça les partis dictatoriaux. C'est plus la population les vomit, plus leur taux augmente. Et on le voit. Comment se fait-il que les Camerounais vomissent autant ce pouvoir et le taux augmente? C'est incroyable. Vous ne vous posez pas la question. On est dans un système dictatorial qui joue à ça. Les Tchaoussessou, tout le monde, ils ont joué à ça. Mais on va vers le mur. Ce qui est certain, c'est pas quelque chose, ça ne... moi je dis, tout dépend des Camerounais. Ça ne dépend ni des partis politiques, mais des Camerounais. Quand les Camerounais seront suffisamment, auront compris jusqu'à la fin que là où vous nous amenez, c'est le ravin, ils vont se réveiller et croyez-moi, vous ne verrez pas ça venir. Alex Gustave. J'observe simplement que le fait aujourd'hui d'avoir un nombre donné de sièges, qu'il s'agisse des communes ou de l'Assemblée nationale, n'a aucune signification véritable dans un système où l'essentiel de la décision relève du pouvoir exécutif. Absolument. C'est-à-dire que quand on ne va pas réformer nos institutions, c'est pour ça que tout à l'heure, moi je suis partisan de la réforme fondamentale des institutions, et même de l'État du Cameroun. Mais est-ce qu'ils ont intérêt? Non, ils n'ont pas intérêt. Les Camerounais doivent donc continuer à lutter, à se battre. Les Camerounais doivent continuer à se battre. Le dire, ça ne me sort pas du tout de mon cadre, de mon impérium de journaliste. Je suis un citoyen un journaliste citoyen qui vit ce pays. J'allais me dire au quotidien, dans sa chair, dans sa vie de tous les jours. Je n'ai jamais vécu à l'étranger. Je n'ai jamais vécu à l'étranger. Et je n'ai jamais entendu y vivre. Je n'ai jamais souhaité passer 3 mois alors que j'ai eu des opportunités où je vais. Même des formations m'ont été proposées. J'ai dit, je ne suis pas capable de vivre plus de 3 mois hors du Cameroun. Je ne sais pas pourquoi j'ai ce lien affectif avec ce pays. C'est ton pays. Je ne sais. Bon, certains disent que ne sont patriotes que les gens qui supportent le président Biya. Moi, je dis que... Le président Biya, ce n'est pas le Cameroun. Hein. Ouais, je dis que pour aimer ce pays, pour aimer son pays, il faut chaque fois se poser la question, quel est le meilleur que ses fils, dans leur diversité, peuvent produire ensemble pour ce pays-là. Pour l'instant, on ne va pas dans cette direction-là. Notre système politique est trop clanisé, trop centré sur la tectonisation d'une personne. Merci Alex. Pour que nous continuions à regarder ça comme ça. Christophe Assoma, en thème d'analyse de projectrice, que deviendra le MRC dans les 5 prochaines années? Le MRC sera beaucoup plus fort que jamais. Comment? Parce que le MRC, c'est d'abord une adhésion populaire à un projet politique. Le MRC, je l'ai dit tout simplement à plusieurs reprises, le président national l'a dit, n'a pas été créé pour distribuer quelques strapontins politiques à certains de leurs membres. Le MRC est un parti ancré profondément dans le cœur des Camerounais. Et je l'ai dit tout à l'heure, depuis la décision de notre non-participation aux élections couplées du 9 février, nous avons installé des centaines d'unités
voire des milliers dans tout le pays. Permettez que je vous lise la réponse, permettez que je vous lise la même question a été posée à Paul-Éric Ngué rapidement, permettez que je vous lise. Il est du MRC. Que je vous lise, que je vous lise. Mais tu poses la question. Permettez. Oui, lisez un peu la réponse. Bon, la même question lui a été posée par le messager, il répond, si cela dépendait de moi, il faut laisser le MRC vivre, les sous-préfets doivent les laisser curer les caniveaux pendant 5 ans, faire de l'investissement humain durant les 5 prochaines années en les accadrant, car politiquement ils sont morts, ils n'ont plus rien à faire pendant 5 ans, comme toi beau se pavaner en Europe, Amérique, en rockstar, mais ça ne résout aucun problème du Cameroun, pas même le problème du Nord-Ouest et du Sud-Est. En même temps, comme toi, briser des carrières et des trajectoires politiques, briser aussi des rêves. Mon ami Célestin Djamène, en quelques 8 mois de prison, a vu sa barbe devenir toute blanche. En 5 ans, il deviendra à coup sûr un bête. Je me pose la question de savoir de quel avenir on parle pour ce parti. Entre-temps, les nouveaux partis vont recruter dans le MRC. Le MPCN va aussi recruter dans le MRC, sauf les talibans. C'est un parti appelé à se vider de tous ceux qui ne sont pas talibans. En plus de ça, ils sont plus nombreux sur les réseaux sociaux. Vous savez très bien que le MRC a plus de 8 milliards de militants sur les réseaux sociaux. Quand il faut arrêter Kamto, il n'y en a que 200. La politique n'est pas un jeu de jusqu'au boutisme, c'est un jeu de subtilité. On avance avec précaution. Le MRC fait la politique de la fermeture complète, la politique de l'affront permanent. Non, il ne faut pas exagérer. Vous lisez ça. J'aurais voulu véritablement que vous ne reveniez pas sur cette rhétorique qui est totalement ridicule de la part d'un monsieur, certes, qui a travaillé avec nous pendant un certain temps, qui a été directeur de campagne du... Moi, je pense que si on fait la politique, on fait la politique aussi avec des principes et des valeurs. Si j'ai une alliance politique avec Marianne aujourd'hui, si j'ai des désaccords sur le plan politique avec Marianne, je ne vais pas me mettre à vociférer n'importe quoi sur la place publique parce que j'ai eu un accord politique avec Marianne pendant un moment. Ceci étant dit, cela engage Paul-Éric Ngué. Nous ne bataillons pas sur la même sphère. C'est-à-dire le MRC n'a pas pour concurrent politique le MPCN. Pour nous, c'est un non-événement parce que c'est un parti qui n'existe pas pour nous. Donc, on ne peut pas parler du MRC et vous parlez des partis Merci Christian Massouma. Alex Gustave, vas-y, en une minute. Le SDF, je veux l'analyse du journaliste que vous êtes. Le SDF aurait perdu du terrain. Était-ce prévisible après la présidentielle? Ou est-ce qu'il faut chercher les raisons de cette débat? Votre analyse rapidement. Je me contredirais en... Vous êtes journaliste. Oui, je me contredirais en disant que le SDF n'a pas perdu l'élection. Elle a perdu parce qu'elle a accepté d'y participer. Si le SDF n'était pas là à cette élection, on serait aujourd'hui en train de s'interroger sur son véritable poids politique. Mais ayant choisi, sachant que cette élection devait être organisée dans les conditions qui lui étaient totalement... Vous allez me dire que ça fait partie du courage politique. Mais j'estime qu'un parti politique, à un moment donné, quand vous faites de l'analyse stratégique, commande que vous ne pensez pas que vous pouvez protéger les acquis du passé, même quand le contexte ne vous le permet pas. Le SDF n'était plus en mesure. Ils n'ont même pas fait de primaire dans leur propre parti. Alors que c'est la méthode la plus... Merci Alex Gustave Azébazé d'avoir accepté notre invitation ce dimanche. Merci Docteur Simon d'être venu. Merci Marianne Simon et Canet. Merci à vous Christian Massouma. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. L'émission est rediffusée ce soir lorsqu'il sera 21h et demain lundi lorsqu'il sera 13h30. On se retrouve 2h. On se retrouve dimanche prochain sur les antennes de Spectrum Télévision si bien sûr Dieu le veut. Bon dimanche à tous. Marianne. Non, il faudrait que les gens comprennent. C'est 2h.